Bonjour à tous, bonjour Estelle. Bonjour Caroline, bonjour à tous, bienvenue. Merci d'être là au studio Gabriel pour cette 13e journée de la création TV. Alors la matinée a été assez riche, notamment avec vous Caroline, avec Lise Oretia. Mais les débats se poursuivent avec dans quelques instants un grand rendez-vous. Oui, le grand débat politique de cette journée, une table ronde sur l'hyperconcentration et la création, suivie par un débat animé par Guillaume Durand entre les sénateurs David Assouline et Jean-Pierre Leleu. Des débats que vous pouvez suivre en direct sur le site de publicsena.fr et sur le site de TV5 Monde, tv5monde.com. Mais tout de suite, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va accueillir comme il se doit Benoît Danard, le directeur des études du CNC pour la présentation du baromètre de la création TV 2016. Il est avec nous. Merci à vous. La parole, Benoît Danard. Bonjour. Donc, je vais vous présenter le contenu du baromètre réalisé pour la 13e fois, que vous pourrez bien entendu vous procurer sur le site ou à la sortie de cette conférence. Donc l'idée de ce baromètre, c'est de mettre en exergue les grandes tendances qu'on observe dans la production et aussi de mettre en exergue les principales évolutions en matière de consommation télévisuelle. Alors, comme vous le savez, on vit dans un environnement où les choses vont très très vite. Donc peut-être on va commencer par recontextualiser un peu les équilibres que l'on observe dans le secteur, en mettant en exergue la part d'audience des différentes catégories de chaînes, leur part de recettes publicitaires et leur part d'investissement dans la production de programmes patrimoniaux, de fiction, de documentaires et d'animation. Et ce qui est intéressant d'observer, c'est que vous le savez, ces dernières années, ce qui a marqué l'évolution du paysage audiovisuel, c'est l'arrivée des chaînes de la TNT, qui ont rencontré un vrai succès en matière d'audience. C'est aujourd'hui plus de 27% de part d'audience. En termes de recettes publicitaires, c'est aussi une part significative, 36% en recettes brutes et plus de 22% en recettes nettes. Mais en revanche, en termes d'investissement dans la production patrimoniale, de fiction, de documentaire et d'animation, c'est 5% des investissements. Donc une forte part en termes d'audience, une part croissante en termes de recettes publicitaires, mais en revanche, malheureusement, des investissements qui stagnent à hauteur de 5% des investissements de l'ensemble des chaînes. Autre élément intéressant à souligner dans la pratique de consommation, c'est particulièrement chez les jeunes une consommation renforcée d'Internet et particulièrement de vidéos sur Internet. Là, vous avez la comparaison de la consommation télévisuelle des adultes versus des jeunes de 15 à 24 ans. On observe que les jeunes consomment moins la télévision que l'ensemble de la population. En moyenne, 2 heures de moins pour ceux qui la consomment par jour. Donc c'est vraiment un écart important. En revanche, ils utilisent plus Internet que l'ensemble de la population, 16 minutes en moyenne de plus que l'ensemble de la population. Et surtout, ils consomment encore plus de la vidéo, puisqu'ils consomment 34 minutes de plus en moyenne de vidéos sur Internet que l'ensemble de la population. Donc ça, c'est un vrai enjeu pour les chaînes de télévision, ces évolutions en matière de consommation. Sur plus longue période, quand on regarde les durées d'écoute par tranche d'âge, on voit qu'en 8 ans, les jeunes de 4-14 ans ont réduit leur consommation de 12%. Sur les 15-49 ans, la durée d'écoute est relativement stable, on gagne 3 minutes. Et sur les seniors, les plus de 50 ans, on est à plus 16%. Donc là aussi, ça confirme en termes d'évolution, malheureusement, une certaine désaffection des très jeunes pour la télévision, au profit notamment d'Internet et de vidéos consommées sur Internet. Dernière évolution importante du secteur, c'est la forte progression, et ça c'est une chance pour les télévisions, pour les groupes, c'est le développement de la télévision de rattrapage qui connaît une forte croissance. L'année dernière, c'est plus de 5 milliards de vidéos vues. C'est une croissance de 36% en 2015. Sur les premiers mois de l'année 2016, on est à plus 44%. Donc là, il y a une vraie appétence du public pour cette consommation délinéarisée. J'ai raté un programme, eh bien, je peux le revoir gratuitement sur n'importe quel écran pendant parfois un certain temps, durée parfois limitée, mais pas toujours. Si vous voulez voir le JT de TF1 il y a 3 ans, vous pouvez le voir sur MyTF1, il n'y a aucun problème. Donc même ces services deviennent de véritables banques de données. Alors, qu'en est-il de la production de fiction? Vous le voyez là sur ce graphique, on a une production qui est relativement stable ces dernières années à 743 heures. Ça, c'est un élément marquant. En réalité, les cases de fiction ont peu évolué sur les chaînes ces dernières années et donc la production est relativement stable. Pour autant, c'est un investissement important. C'est plus de 640 millions d'euros d'investis dans la production de fiction pour des programmes qui coûtent cher.
En moyenne, c'est 850 000 euros de l'heure. Donc voilà, c'est des investissements importants pour les chaînes et qui se concentrent surtout sur les séries. Et on voit là une tendance à la croissance des commandes de séries. Il y a 10 ans, c'était 78% de la production. Aujourd'hui, c'est 80% de la production. Ces séries, les 2 tiers de cette production de séries, c'est des séries récentes, de moins de 5 ans. Celles qui ont plus de 10 ans représentent à près de 22% de la production. Ces séries sont le plus souvent produites en 52 minutes. Alors, qui investit dans cette production de fiction? France Télévisions est le premier investisseur parmi les groupes de chaînes. Il représente 51% des investissements dans la fiction française pour 236 millions d'euros. Vient après le groupe TF1 pour 107 millions d'euros et le groupe Canal pour 75 millions d'euros. Les équilibres sont relativement stables en termes d'investissement dans la fiction. Alors, comment s'expose cette fiction à la télévision? Là, vous avez la structure des soirées de fiction sur les grandes chaînes historiques. Et il y a quand même des choses assez intéressantes et assez marquantes, où l'on observe par exemple que Arte consacre 63% de ses soirées de fiction à de la fiction européenne. Donc ça, on se dit c'est normal. En revanche, il y a un chiffre qui est assez surprenant et qui est constant. 89% des soirées dédiées à la fiction sur M6 sont dédiées à de la fiction américaine. En revanche, du côté de France 2 ou de France 3, là on voit que les fictions françaises sont majoritairement occupent une place majoritaire, près de 64% sur France 2 et France 3, et elles sont légèrement majoritairement américaines sur TF1 et sur Canal+, à 55 ou 52%. Là aussi, on a une structure d'offres qui est relativement constante, avec un léger renforcement de la fiction française en termes d'offres. Alors qu'est-ce que cela donne en termes de performance de cette fiction française à la télévision? Bien là, vous avez, alors, je dirais, en 2015 et depuis 2014, on a observé une nette amélioration de la performance de la fiction française sur toutes les chaînes. Dans les tops des meilleures audiences de fiction, les fictions françaises sont aujourd'hui majoritaires, comme vous pouvez le voir. C'est simple, aujourd'hui, la fiction française, depuis 2015, elle bat la fiction américaine sur toutes les chaînes en termes de part d'audience. Voilà, il y a une situation qui s'est nettement améliorée. Et pour vous donner un chiffre exclusif, là on a fait le compte sur les arrêtés à la semaine dernière sur le top des meilleures audiences de fiction. La fiction française occupe les 73 premières places, enfin pas 73 places du top 100. Des 100 meilleures audiences de fiction sur quasiment les 6 premiers mois de l'année. Donc même cette bonne performance continue sur 2016. Qu'en est-il du documentaire, de la production de documentaire, un genre particulièrement bien adapté à la télévision, puisqu'on peut le décliner sur de nombreux thèmes. On a une production qui s'est légèrement tassée. Ça, c'est lié à la baisse des commandes, notamment des télévisions locales. Mais pour autant, ça s'est stabilisé à 2480 heures. C'est le premier genre soutenu par le CNC en termes de soutien. Ça représente 37% des soutiens à la production audiovisuelle. Cette production de documentaires, elle est surtout financée et très majoritairement par les chaînes publiques, par notamment Arte, qui est la première chaîne en termes de commandes de documentaires, suivie par France 3, puis France 2 et France 5. Les chaînes publiques, ça représente les 2 tiers des commandes de documentaires en France. Donc c'est un rôle là, important que joue le service public dans le financement de ce genre. Autre genre également qui a une part importante, c'est l'animation. Là, on est sur des volumes de production un peu moins importants, 285 heures, avec une tendance légèrement qui se tasse depuis quelques années, avec des variations significatives d'une année sur l'autre en termes d'investissement. Ce qui est à noter l'année dernière, c'est une baisse des investissements de France Télévisions et surtout de France 3. En revanche, il y a une progression de France 5. Bon, après, il peut y avoir des effets de calendrier, mais au demeurant, c'est une tendance qu'on a un petit peu observée. Ces programmes, que deviennent-ils? Bien, ils s'exportent de plus en plus. Quel est le genre qui s'exporte le plus? C'est l'animation. Traditionnellement, c'est un genre qui s'exporte vraiment très bien. Mais en 2015, et c'est intéressant de le souligner, la fiction française s'est particulièrement bien exportée. C'est devenu le premier genre à l'exportation audiovisuelle, avec un certain nombre de succès à l'exportation. Alors on pourrait en citer plein, mais on peut en citer quelques-uns, comme Les Témoins, Le Transporteur, Nos chers voisins, Panthers, Versailles, Taxi Brooklyn. En 5 ans, on a une progression de 75%
du chiffre d'affaires à l'export des programmes audiovisuels français, que ce soit documentaire, animation et aussi fiction, donc qui connaît une embellie en termes d'exportation. Et puis, dernier axe d'analyse, quel est le tissu des entreprises de production? Alors ça, j'aime bien ce joli graphique, c'est ce qu'on appelle un patatoïde, où on regroupe les différentes sociétés de production par genre. Là, c'est la cartographie, quelque part, des producteurs qui produisent quel type de programme. Et ce qui est intéressant d'observer, vous le voyez, c'est que la plupart des producteurs sont spécialisés sur un genre. 86% des sociétés ne produisent qu'un seul genre dans l'année. Il y en a 12% qui produisent 2 genres différents et il y en a 2% qui produisent 3 genres. Et il n'y en a aucune qui est au milieu, c'est-à-dire qui a produit du documentaire, de l'animation, du spectacle vivant et de la fiction la même année. Ça, c'est une particularité. Le plus grand nombre de sociétés évolue dans le secteur du documentaire, avec 537 sociétés, 176 ont produit de la fiction en 2015, 55 de l'animation et 87 du spectacle vivant. Voilà rapidement brossé les quelques éléments de ce baromètre. Je vous invite à le consulter, c'est vraiment une très bonne publication. Voilà, merci, bonne lecture. Merci. Merci Benoît Damard. Alors justement, nous allons essayer de mieux comprendre ce patatoïde que vous avez peut-être compris, parce que c'est vrai que ça a l'air un petit peu abscon comme ça, ce patatoïde de la production, mais nous sommes là aussi pour en parler aujourd'hui. Aussi bonne nouvelle, c'est toujours sympathique de savoir que la fiction française bat la fiction américaine. Nous allons voir avec vous comment ça se passe. Alors le thème de ce débat politique, parce qu'on va rentrer dans ce grand débat politique de cette 13e journée de la création de la télévision, hyperconcentration et création, les frères ennemis. La question est posée aujourd'hui au studio Gabriel, à vous tous, mais elle est aussi posée au vu de ce qui se passe au jour le jour dans le petit milieu du monde audiovisuel français. Oui, donc on rentre dans le vif du sujet. Achat de la société de production Newen par TF1, entrée du groupe Altis dans les médias et bientôt dans la production de séries pour la France. Netflix, Amazon, fusion, acquisition, diversification, accord entre diffuseurs et producteurs, la concentration et l'industrialisation du secteur audiovisuel à laquelle nous assistons depuis quelques mois va-t-elle entraver la création ou au contraire la renforcer? Oui, parce que nous sommes dans un contexte de très forte concurrence, vous le savez. Alors, est-ce qu'il faut cette hyper-concentration pour lutter, pour être efficace, pour être réactif? Quel est l'impact sur la diversité de la création? Est-ce qu'on peut rester un petit producteur indépendant? Est-ce que c'est la clé pour être plus créatif? Eh bien, nous sommes là pour en parler avec nos intervenants, avec vous aussi, évidemment. Oui, autant de questions que nous allons donc tenter de répondre avec les intervenants de cette table ronde. Et puis, on espère une table ronde interactive. On espère que vous prendrez la parole dans la salle. Mais tout de suite, un rapide tour de table des intervenants de cette table ronde. Que vous connaissez certainement, alors vous qui êtes dans la salle et vous qui nous regardez peut-être aussi. Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, merci d'être avec nous. Maxime Saada, directeur général du groupe Canal+. À vos côtés, Martin Ajdari, vous êtes directeur général des médias et industries culturelles. Pascal Rogard, vous êtes directeur général de la SACD, la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. Alors nous avons aussi les producteurs avec nous, Thomas Anargyros, producteur, donc président de l'Union syndicale des producteurs de l'audiovisuel. À vos côtés, Emmanuel Priou, producteur, président du collège audiovisuel du SPI, le syndicat des producteurs indépendants. Et enfin, je n'oublie pas Hervé Rony, directeur général de la SCAM, la Société civile des auteurs multimédia. Bref, nous avons tous les acteurs du secteur pour pouvoir entamer ce débat. Oui, et je voulais commencer en fait par un état des lieux. En fait, Martin Ajdari, je le disais en préambule, le secteur de l'audiovisuel est en pleine ébullition. Quel est votre diagnostic, votre regard sur cette hyperconcentration ? Bonjour, merci beaucoup. Diagnostic, ce serait peut-être un peu ambitieux. En tout cas, le débat est posé sur hyperconcentration et création. Vous avez cité un mouvement important de regroupement de manœuvres industrielles ou capitalistiques ces derniers mois. Et effectivement, on assiste à de nombreux mouvements sur l'ensemble de l'échelle des acteurs du secteur. Des mouvements de concentration horizontaux entre entreprises de médias. Donc, pour prendre un exemple, le groupe Altis, effectivement, regroupant
radio, télévision, presse notamment. On l'a vu à l'échelle des industries culturelles, de l'entertainment plus largement, mon voisin pourra en parler peut-être, entre Vivendi, Canal+, Dailymotion, le jeu vidéo. On a des mouvements plus strictement dans le champ de la production audiovisuelle, avec des rapprochements de grosses sociétés ou de groupes, Shine Endemol, Banijay Zodiac éventuellement. Et puis la tendance qui est importante pour le secteur aussi à un rapprochement des genres, même si la Marguerite que nous avons vue montrait qu'il y a une forte spécialisation. On observe néanmoins une évolution des producteurs dits de flux, de magazines vers les œuvres. Ça, c'est pour la partie horizontale. Généralement, les acteurs, en se rapprochant, cherchent à mettre en commun des moyens logistiques, une force commerciale, des synergies de communication, toutes sortes d'éléments qui, en principe, n'ont pas d'impact direct sur la création. Vous avez ensuite des mouvements d'intégration verticale qui prennent notamment la forme la plus communément connue de l'intégration des tuyaux et des contenus, qui est aussi une forme de serpent de mer, qui est également à l'œuvre aujourd'hui en France. Je ne citerai pas de groupe, mais qui n'a aujourd'hui, je pense, nulle part fait la preuve de sa pertinence complète. On n'a pas non plus montré que ça ne marchait pas, mais c'est un modèle qui est contesté. Vous avez plus proche de nous dans l'audiovisuel, et c'est, je pense, le cœur de votre débat, l'intégration verticale, cette fois-ci, entre les producteurs et les diffuseurs, entre les producteurs et les chaînes de télévision, qui là est, je pense, un mouvement un peu plus récent, où on est plus d'ailleurs au stade il y a quelques projets qui ont pu aboutir, mais au stade des volontés et des discours. Pourquoi ? Parce que les chaînes de télévision, historiquement, qui financent largement les œuvres, pouvaient les financer uniquement sur la première diffusion le soir en prime time grâce aux recettes publicitaires. Aujourd'hui, le modèle économique est plus fragile et les chaînes de télévision souhaitent parfois avoir une meilleure maîtrise sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Voilà. Et c'est évidemment un des sujets de débat. Ceci étant, alors est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose pour la création ? La première réponse, c'est que, comme cela a été en partie montré, on est quand même très très loin d'un constat d'hyperconcentration. Aujourd'hui, on a, que ce soit au niveau du paysage audiovisuel, des chaînes de télévision, beaucoup plus de chaînes, y compris hertziennes, que nous n'en avons jamais eu. 3 chaînes publiques pendant longtemps, puis 6 chaînes, dont une payante et 2 gratuites. Finalement, la TNT a connu son essor depuis moins de 10 ans. Et nous avons aujourd'hui 27 chaînes en clair, un nombre incalculable par abonnement. Donc on a un paysage de chaînes de télévision qui n'a jamais été aussi diversifié. C'est aussi d'ailleurs un facteur de faiblesse de leur modèle économique. Au niveau de la production, je renvoie aux données qui vous ont été montrées à l'instant. Si l'on prend simplement les sociétés aidées par le CNC, vous avez plus de 800 sociétés de production aidées par le CNC, plus de 100 pour la fiction, 400 pour le documentaire. Donc on peut difficilement faire un constat aujourd'hui d'hyperconcentration. On est au contraire sur un constat de relatif morcellement, avec toute une gamme de situations de très petits producteurs, de moyens producteurs, de gros, qui se regroupent, mais qui ne font pas pour autant que le secteur est hyper concentré, en tout cas à ce stade-là. D'ailleurs, la concentration, est-ce une bonne ou une mauvaise chose ? Pour une part, être regroupé, c'est aussi mettre en commun des forces, des fonds propres, une capacité à prendre des risques, à innover, à développer des talents, à les identifier. Et ça, cela demande un peu de profondeur financière. Donc la petite taille est souvent gage d'agilité, de créativité, et en même temps un minimum de taille est aussi un gage de solidité et d'inscription dans le moyen terme, ce dont les producteurs ont besoin. Je pense que ce qui se passe sur les séries récemment en est aussi l'illustration. Les séries, pour se développer, doivent s'appuyer sur des producteurs quand même qui ont une capacité à les porter, à produire de nouvelles saisons les unes après les autres, et c'est un des enjeux de compétitivité qui est central. Voilà. Enfin, pour compléter le périmètre, sans être trop long, évidemment, on a des regroupements des mouvements capitalistiques. On a aussi en arrière-fond un mouvement beaucoup plus vaste qui ne concerne pas directement les acteurs de la télévision, si directement, mais pas pleinement, qui est l'apparition des grandes plateformes américaines, notamment américaines, qui vont de plus en plus
prendre du temps de consommation de la part des jeunes. Je crois que cela a été évoqué ce matin dans les débats de cette journée. Et finalement, on a moins un mécanisme d'hyperconcentration qu'un mécanisme de multiplication des modèles économiques, de multiplication des fenêtres de diffusion, de multiplication des territoires de diffusion sur lesquels il faut se positionner. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est plus celui de la maîtrise de ces différentes fenêtres, différentes étapes, de la capacité à les comprendre, que celui de la concentration en tant que telle. En tout cas, pour nous, et j'en finirai là pour les pouvoirs publics, puisque je viens du ministère de la Culture, il y a 3 points qui sont importants dans ce paysage qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus désintermédié, beaucoup moins fondé sur les télévisions seules. Il y a 3 points qui sont importants. C'est soutenir la création en tant que telle. Et ça, on l'a fait avec différents leviers qui sont aussi bien la modernisation, le confortement des ressources du CNC, l'assainissement du financement de l'audiovisuel public, qui est un élément central, que ce soit les négociations au niveau européen pour préserver le financement de la création par ces nouveaux acteurs qui aujourd'hui payent peu. Et puis le second point, c'est de favoriser les accords entre les acteurs de cet écosystème qui ont, encore une fois, une plus grande difficulté à maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur, de les faire dialoguer, de les faire travailler sur la transparence. Il y a eu récemment toute une série soit d'accords signés, soit de dispositions de la loi sur la création qui engagent les acteurs à négocier pour une meilleure transparence, pour que le modèle économique soit mieux partagé et finalement serve mieux la création. Merci Martha Jdari, justement on va y revenir tout au long de ce débat politique. Alors pour vous, il n'y a pas d'hyperconcentration. Je vais me tourner vers le producteur, enfin un des producteurs qui est avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous partagez cette analyse, Thomas Anargyros? Est-ce que vous pensez que les producteurs ne font pas une course à l'hyperconcentration pour être le plus puissant possible et le plus réactif? Je ne crois pas. Je pense qu'effectivement, il y a eu, comme l'a dit Martin, dans les dernières années, un certain nombre de regroupements qui ont pu se faire, mais qui sont en même temps assez naturels. On partait auparavant d'un paysage qui était un peu plus morcelé. Et puis j'ai envie de dire que je suis un peu étonné, c'est-à-dire qu'une année, on nous dit ah là là, il y a X centaines de comptes au CNC, la production audiovisuelle est totalement morcelée, ça va pas du tout, c'est une catastrophe. L'année d'après, on revient, on dit oh, oulala, hyper concentration, dramatisation, etc. L'objectivement, c'est ni l'un ni l'autre. On est juste dans un équilibre qui, suivant les moments, suivant les années et suivant un certain nombre de circonstances qui peuvent se produire, comme il y a eu Newen, comme il y en a d'autres, font qu'il y a ce chose. Il peut se passer ça. Après, effectivement, j'ai envie de dire sans doute que dans les 24 derniers mois, il y a un certain nombre d'accords qui se sont faits, qui ont pu faire qu'on se pose la question. Après, je pense que fondamentalement, ça ne change pas les choses. Juste, je voudrais ajouter, c'est que néanmoins, les pouvoirs publics qui ont aussi poussé à ce que dans les nouveaux accords interprofessionnels entre les producteurs et les diffuseurs, il y ait une part dépendante plus importante. Une des premières choses qui se passe quand on crée de la dépendance, c'est qu'on accroît de la concentration d'abord. Crée de la concentration. Donc ça, c'est quand même un élément qui est une donnée. Et la deuxième chose, c'est qu'au-delà, et c'est quand même pas colossal en France, ça peut arriver, mais au-delà de rapprochement ou d'agrandissement de groupes audiovisuels qui sont totalement déconnectés de la diffusion, c'est pas absolument énorme, et que donc la concentration, elle est entre les mains des diffuseurs. Ce sont les donneurs d'ordre. Donc c'est eux qui choisissent la façon dont le paysage est organisé. C'est à un moment, c'est eux qui décident de passer des commandes à un certain type de producteur. Si à un moment, un diffuseur dit à un petit producteur qui a une super série, écoute, moi je t'avoue que j'ai un peu peur avec toi, donc tu vas aller t'adosser à tel groupe pour faire cette série parce que j'ai pas assez confiance en toi. Je porte pas de jugement sur ce que fait le diffuseur, mais à cet endroit, à ce moment-là, le diffuseur crée de la concentration. Donc il ne faut pas déplacer ça tout le temps. Alors sur la question de la création, je pense que Martin a très bien répondu, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est juste il y a besoin de diversité, il y a besoin de petits producteurs qui ont tellement besoin de produire, d'exister, de grandir, qui vont être capables d'avoir une créativité particulière. Après, sur certains autres types de projets, c'est vrai que
des sociétés plus importantes ou des groupes plus structurés vont pouvoir prendre certains risques, mais en même temps, de l'autre côté, on sait que parfois ces mêmes groupes imposent des niveaux de marge à leur société qui font qu'ils ne vont pas être obligatoirement hyper créatifs. Donc, je ne suis pas sûr que la concentration ou l'atomisation est en elle-même dit d'un côté on est créatif, de l'autre côté on n'est pas créatif. Par contre, ce qui est indispensable, c'est que pour être créatif, il faut qu'il y ait absolument ce mélange des genres. Et juste pour terminer, aujourd'hui on parle de concentration, c'est très bien. Au mois de janvier, on a parlé de la dépendance, l'indépendance. L'année dernière, on a parlé des parcours pro, des mandats, etc. Et donc, on continue de nous opposer plus ou moins sur tout un certain nombre de sujets qui sont tout à fait viables. Mais en attendant, comme ça a été très très bien montré sur le premier panneau, on était à 1000 heures de production de fiction il y a à peu près une quinzaine d'années. Aujourd'hui, on est stock, on est bloqué à 750 heures de fiction. L'Angleterre produit entre 1200 et 1400 heures. L'Allemagne en produit 2000. Ils sont en croissance, les secteurs audiovisuels allemands et anglais, de 200 millions d'euros par an. On est en récession de 200 millions. C'est-à-dire qu'à un moment, tous ces sujets-là, ils sont viables, mais en même temps, tous ces sujets-là, c'est des petits sujets si on réussit à recréer de la croissance dans le secteur audiovisuel français. C'est le seul sujet qui doit préoccuper les pouvoirs publics d'aujourd'hui, de demain, d'après-demain. C'est la seule chose qui permettra de faire avancer. Bon, a priori, on espère qu'on va dégager justement des pistes de réflexion, évidemment. Alors, vous parliez des diffuseurs, ils sont avec nous, donc on va avoir leur point de vue maintenant. Notamment Delphine Ernotte. Donc, ce sont les diffuseurs qui créent de la concentration, on entendait. Vous êtes à la tête de France Télévisions depuis un peu moins d'un an. Quel regard vous portez donc sur le secteur qui, visiblement, n'est pas en hyperconcentration, d'après ce qu'on se comprend? Alors d'abord, moi, je voudrais répondre à votre question. Est-ce qu'on est dans l'hyperconcentration? La réponse est oui. Le secteur, il est hyper concentré autour de Netflix et demain d'Amazon. Pardon de le dire, mais il faut arrêter de se regarder simplement entre acteurs français sur un paysage qui est maintenant mondial. Donc, si vous me dites, est-ce que ce secteur se concentre et est hyper concentré, demain, la vitesse où on va, il sera hyper concentré. Netflix, ils mettent 5 milliards d'euros d'investissement dans la création. France Télévisions, on représente à peu près 50% des investissements français. Donc, c'est 800 millions, on remet 400 millions, c'est 800 millions d'euros d'investissement. Donc, notre sujet, c'est pas entre nous. C'est pas est-ce qu'il y a trop de producteurs, pas assez de producteurs, trop de diffuseurs, pas assez de diffuseurs. C'est comment on fait face ensemble à cette hyper-concentration-là. C'est ça la question, de mon point de vue. Alors, est-ce que face à cette hyper-concentration, face à Amazon qui va vendre du frais dans Paris, il faut faire un super et hyper grand hypermarché pour lutter? Moi, je ne crois pas. D'abord parce que c'est trop tard, premièrement. Deuxièmement, parce que on voit bien que dans ce monde-là, dans ce modèle-là, la chaîne de valeur a changé assez profondément. Et ce qui a de plus en plus de valeur, et c'est une chance, c'est les œuvres, c'est la création, donc les talents. Et les talents, on peut dire ce qu'on veut, mais ça ne se concentre pas. Les talents, c'est toujours unique. C'est une somme d'individus qui sont tous particuliers, et on a beau les mettre tous dans une pièce, ça ne fait pas autant de concentration, et c'est une bonne chose. Donc pour moi, il faut garder ce tissu de production indépendante, extrêmement vivace, vivant, garder cette différence entre tous les auteurs français. Voilà, je pense qu'il faut... Oui. C'est vrai que excusez-moi, c'est ce qu'expliquait Thomas Anarchiro, c'est ce que vous donnez la confiance à des petits producteurs qui ont certes peut-être de très bonnes idées, mais on voit bien aussi que ce qui est produit en premier lieu sont quand même des séries, je parle des fictions, qui sont mainstream. Voilà, parce que est-ce que vous êtes prêts à prendre des parts de risque aussi? C'est une question. Oui, alors, je rappelle qu'il y a la fiction, c'est vrai, il y a toujours la question de est-ce qu'on peut soutenir une série de 12 épisodes quand on n'en a jamais fait. C'est une vraie question pour n'importe qui. Hein. Mais je rappelle qu'on soutient aussi énormément une autre forme de création qui est le documentaire. Et là, il y a énormément d'auteurs en fait, différents qui sont pratiquement, j'exagère un peu, mais autant de producteurs de documentaires. Donc,
Oui, je crois qu'on soutient déjà aujourd'hui, on travaille avec un nombre de producteurs assez considérable à France Télévisions et on entend bien continuer à le faire. Et c'est pas parce qu'on a, en décembre dernier, signé une alliance avec les principaux syndicats de producteurs qui, c'est vrai, nous redonne une forme d'équilibre et une capacité à produire et à coproduire, en fait, avec le monde de la création, que pour autant, je considère, moi, qu'un diffuseur doit automatiquement avaler les producteurs avec lesquels il travaille. Moi, je pense que c'est le contraire, parce que le talent doit être libre, voilà, et donc aussi, d'une certaine façon, indépendant. Et la question, j'en reviens à ce que disait Thomas, parce que je crois qu'il a raison, la vraie question qui se pose, c'est comment on finance tout ça ? Parce que le modèle économique ancien, la télévision, le diffuseur finance la création, on voit bien que ça marche plus. Même le service public, on interroge le financement du service public, on interroge même aussi le service public parfois. C'est 50% du financement de la création. Le modèle voilà, est toujours en question, toujours sur la table en permanence. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire au fond ? Est-ce qu'on veut développer la création en France ? Est-ce qu'on veut être, comme on l'est dans le cinéma, un pays qui est fier de sa création audiovisuelle, qui exporte, qui fait que ce chiffre de 210 millions, là, il passe à 1 milliard dans 2-3 ans et pas au calendrier grec, ou pas ? Et ça, voilà. Donc, évidemment, il y a le financement du service public, c'est évident, c'est 50%. Bon, je ne vais pas y revenir, je ne vais pas ici tendre la sébille, mais tout de même. Et au-delà du financement de l'audiovisuel public, il y a quel modèle économique ? Comment on fait quand on a un Netflix à 12 €, je laisserai mon camarade qui se prend ça en pleine face répondre, mais comment on fait quand on a Netflix à 12 € pour soutenir des modèles payants à 30, 40 ? Comment on fait ? Comment on fait que, quand on a YouTube qui balance des vidéos à tire-larigot, des chaînes entières gratuites, pour continuer à financer des œuvres qui ont besoin de temps, ont besoin d'argent? C'est ça la question. Et ça, je crois que c'est pas de la concentration qui va répondre à ça, mais c'est de l'alliance. C'est du collectif. C'est faire face ensemble. Voilà. Justement, Maxime Saada, Delphine Ernotte vous a posé la question. C'est vrai que vous êtes en pleine réflexion sur ce sujet. Comment faire pour lutter contre Netflix, vous qui êtes dans cette stratégie-là? Nous, ça fait quelques années qu'on subit une forme de concurrence des Américains. C'est vrai qu'elle s'est mondialisée. Je souscris parfaitement au propos de Delphine Ernotte sur le fait que la hyperconcentration, elle existe et elle est essentiellement aux mains des Américains. Déjà, aujourd'hui. Et on sait que ça ne va pas s'améliorer, que Netflix va continuer à se développer, 190 pays, je le rappelle, que Amazon arrive avant la fin de l'année. Et je pense qu'on va avoir un sujet assez rapidement avec Facebook, qui est en train de devenir la deuxième plateforme de vidéo dans le monde et potentiellement la première. Je rappelle qu'aucun de ces acteurs ne gagne de l'argent, accessoirement. Netflix ne gagne pas d'argent aujourd'hui. Amazon n'a jamais fait mystère du fait qu'il ne gagnait pas beaucoup d'argent, qu'il subventionnait la plupart des marchés sur lesquels ils étaient, que YouTube n'est pas un résultat économique, c'est un résultat capitalistique étonnant. Mais les résultats économiques produits par YouTube sont finalement assez faibles. Que tous ces secteurs n'ont pas fait la démonstration encore aujourd'hui de l'efficacité économique. Et que nous, on est tous en situation plus ou moins difficile sur le territoire, puisque même si la fiction française, on s'en félicitait, a pris le pas sur la fiction américaine en audience, c'est vrai aussi chez Canal. Aujourd'hui, la création originale et les fictions françaises que nous produisons sont largement supérieures en attractivité aux séries américaines que nous achetons. Donc ça, c'est un succès dont on doit tous se féliciter. On ne peut pas dire que l'économie du secteur soit florissante en France, et donc ça pose la question en effet du modèle économique. Nous, la vision qu'on a, c'est d'abord que l'adossement et l'intégration à un groupe qui est plus important que Canal, qui est Vivendi, et les actifs qui sont au sein de Vivendi doivent nous donner, et la capitalisation et les ressources de Vivendi doivent nous donner la possibilité de donner plus d'ambition à notre stratégie, et notamment d'exporter cette culture. On pense que c'est la force. Il y a les talents, comme le disait Delphine Ernotte, et il y a aussi ce patrimoine culturel exceptionnel qu'a la France et qu'ont un certain nombre de pays en Europe, que là vraiment on peut pas répliquer quand on est aux États-Unis ou en Asie. Et il y a un appétit pour cette culture à l'étranger, au-delà de la France. Vraiment, on le constate, nous, quasi, je dirais, quotidiennement. On a Versailles, le premier épisode qui a fait près de 2 millions d'audience sur la BBC il y a quelques semaines. On a le Bureau des légendes qui est sélectionné par le iTunes américain comme la série du moment en français, de bureau. On a gagné 5 Emmys, on a gagné un Golden Globe. On a Versailles, qui est la série française la plus vendue à l'international. Donc on a la démonstration quasi quotidiennement de cette appétence pour des produits, je dirais, culturels à forte valeur ajoutée.
qui viennent se différencier de ce que nous sert la culture américaine de super-héros à répétition. Donc on est bon au niveau créatif, si je vous suis, mais maintenant il faut développer ce système économique, c'est là le souci. Et je pense que la clé viendra non seulement de la France, mais de notre capacité à exporter ce modèle culturel à l'international, avec des marchés comme le marché américain, ou les marchés asiatiques, ou l'Afrique, qui, vous le savez, pour le groupe Canal+, est aujourd'hui constitue l'essentiel de la croissance de nos abonnés. On a des marchés ici. La population francophone, qui va passer de grosso modo 250 millions à 750 millions à horizon 2050, c'est demain, donne un potentiel à la création française, me semble-t-il, beaucoup plus important que le marché français. Et par rapport à Netflix, Delphine Ernotte, vous disiez il faut qu'on s'allie. Alors qu'est-ce qu'il faut faire en fait concrètement pour résister face à un Netflix ou Amazon? Je pense par exemple que si on était assez mûrs et les uns et les autres, on serait capable de mettre en face des plateformes américaines, comme le disait Maxime, il y a Netflix aujourd'hui, à l'automne Amazon, une plateforme française qui réunissent toutes les œuvres françaises, quels que soient les diffuseurs en réalité, pour faire face et pour aussi défendre l'idée que ce qu'on regarde à la télévision, ça nous façonne. Et si je prends le pire des cas, si un jour on ne regarde que des séries américaines ou des œuvres américaines à la télévision, on sera un peu américain et beaucoup moins français. On voit bien les jeunes qui disent votre honneur au tribunal parce qu'ils regardent des séries américaines. Voilà. Heureusement d'ailleurs, hein, la fiction joue sur notre compréhension du monde, sur notre façon de le voir, sur la culture, c'est ce qui nous définit. Et donc, je crois qu'il faut qu'on se batte tous pour défendre une forme, la culture française, un point de vue français sur le monde, une façon française de faire de la fiction, des documentaires français. Et ça demande, je pense que sur le numérique en tout cas, moi, honnêtement, hein, si j'avais une baguette magique, c'est ce que je ferais immédiatement. On s'allie en faisant fi de toutes nos bagarres de tous les jours, des audiences chez Morandini le matin et de tout ce fatras-là, parce que ça, c'est le passé, et qu'on s'allie pour l'avenir, pour défendre vraiment nos œuvres françaises. Oui, c'est ce que demandait ce matin Catherine Morin-Desailly, la présidente de la commission de la culture du Sénat, dont elle sera contente de vous entendre. Elle demandait une plateforme, par exemple TF1, France 2 ou Canal+. Donc pour vous, ça c'est jouable. Enfin, je vous pouvez pense réagir. que ce que dit Delphine est extrêmement important. C'est-à-dire que penser la réponse à Netflix, aujourd'hui, ce serait de se poser la question, c'est quelle est la réponse à Google? Il n'y en a pas en France. Donc c'est comment aménager notre modèle de façon à ce que notre modèle puisse se perpétuer, continuer, regagner les jeunes qui partent effectivement massivement vers ces plateformes, mais ils partent massivement vers ces plateformes parce que l'offre légale en France a été très en retard et très mal exposée. Et donc, c'est tout ce travail-là qui doit être fait. Il doit être fait de concert. Et celui que je disais tout à l'heure sur le volume, il est absolument nécessaire, pas pour la production, il est nécessaire pour les diffuseurs, pour les plateformes françaises, pour le public. C'est tout ce travail-là qui doit être fait. Et c'est là où, effectivement, il y a réellement à repenser les choses autrement au niveau français. Mais par contre, il ne faut pas se dire qu'est-ce qu'on va aller faire pour concurrencer Netflix. C'est fini. C'est comme aujourd'hui de se poser la question de se dire comment on va aller concurrencer Google. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est ici. Ce qui ne veut pas dire penser aussi l'international depuis ici, mais c'est ici. Emmanuel Priou, peut-être vous aussi un regard, on va vous demander à chacun votre avis, parce que c'est vrai que là, le débat est en train de glisser, mais c'est a priori parce que c'est un constat que vous posez tous. Il faut faire face à cette concurrence plutôt mondiale que française. Emmanuel Priou. Écoutez, moi, première chose, j'adore mon métier. Je pense que être producteur de contenu et de contenu, si possible, intelligent, c'est quelque chose de formidable. Et secondo, j'adore la nature. Et quand je nous entends parler, je vois les analogies en termes de vocabulaire qu'on emploie énormément par rapport à la nature. On parle de tissus vivants, on parle d'écosystèmes, on parle d'énergie, de création. Et dans la nature, comment ça se passe? L'hyperconcentration n'existe pas. L'hyperconcentration conduit à la destruction. Quand vous avez une hyperconcentration d'un végétal, d'un animal dans un écosystème donné, dans la totalité des cas, cet écosystème est voué à disparaître rapidement. Et je pense que, faisant partie du vivant, on a beaucoup à s'en inspirer. On ne devrait pas avoir cette arrogance de nous croire plus intelligents et plus malins que cette évolution-là. Et je suis extrêmement convaincu
d'une pensée évolutionniste, justement, dans notre secteur. On peut être extrêmement créatif en étant dans une petite niche d'un écosystème, extrêmement utile à l'ensemble de l'écosystème, comme on peut être extrêmement important en étant un des mastodontes de l'écosystème. Et vous voyez bien qu'on se rejoint, producteurs, diffuseurs, dans ce débat, à dire qu'il n'y a pas de nécessité d'hyperconcentration. L'hyperconcentration, si j'extrapole encore un peu plus loin, ça peut être la consanguinité, et c'est donc la destruction des gènes, et on va vers la mort certaine. Il n'y a pas de nécessité d'hyperconcentration, ou alors c'est une nécessité poussé peut-être par le politique, et à ce moment-là, c'est pas nous qui le demandons, hein, ni les producteurs, ni les diffuseurs aujourd'hui. Je rejoins totalement ce que disait Delphine Ernotte sur la mauvaise idée que serait la concentration verticale, c'est-à-dire les chaînes de télévision, la manière de ce que TF1 fait avec Newen récemment, pour absorber, je ne sais plus quel terme vous avez employé, avaler la création. Ça, c'est pas bon. Là, on est dans un système de prédateurs et de proies. Je reste sur mon analogie. Et on n'est pas dans un système de partage équitable d'un écosystème. Donc, on n'a pas besoin de cette hyperconcentration. Si on nous le demande, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. On a besoin de talent et de compétences. Évidemment qu'un producteur, quel que soit le genre dans lequel il travaille, que ce soit le documentaire, la fiction, le spectacle vivant, l'animation, le cinéma, etc., doit être capable de faire ce qu'il fait. Mais on a tous en tête ici des dizaines d'exemples de sociétés qui sont des petites sociétés, petites, et sans faire de mauvais jeu de mots, c'est pas la taille qui compte, hein, c'est petite entreprise en termes de poids économique ou de nombre de salariés, mais grande en termes de résultats. Ce sont les Palmes d'Or au Festival de Cannes, ce sont les prix dans le monde entier, que ce soit en fiction, en documentaire, en animation. Donc la question qui est posée dans ce débat... C'est un gage de création d'être petit ? C'est un gage de création ? Non, non plus. Non plus, hein. Personne ne dit ça. C'est-à-dire, la question que vous posez dans ce débat, hyperconcentration et création, sous-entendrait peut-être qu'il y aurait une espèce de lien de cause à effet entre les deux. Je ne pense pas, et on ne pense pas. On peut être très gros, très puissant, très créatif, et vice-versa. Là, peut-être la vraie différence, c'est que la nécessité pour une entreprise économiquement plus lourde, elle va devoir remonter plus d'argent pour la faire exister. Et finalement, on oublie parfois que la souplesse des petites entreprises, dans un domaine extrêmement fluctuant comme celui de la création, on sait qu'il y a des années où on produit plus, des années où on produit moins. Finalement, la taille économique d'une entreprise plus petite lui permettra plus facilement, je parle encore une fois d'adaptation, de s'adapter aux changements climatiques, environnants. Et alors que si on est trop calibré par rapport à un écosystème donné, y compris économique, on supporte très mal ces variations de climat et de changement. Alors Emmanuel Priou, vous avez parlé de talent, de compétences. Alors on compte sur les auteurs, hein, a priori, c'est à vous d'être créatif. D'habitude, on compte pas trop sur si, un petit peu quand même. Donc, dans les débats politiques. On voudrait, Pascal Regard, justement, j'en venais à ça. J'aimerais avoir votre point de vue en tant qu'auteur, représentant d'auteur, et aussi Hervé Rony juste après vous, parce que, a priori, la créativité, elle passe par vous, évidemment. Oui, elle passe par les auteurs. Et d'ailleurs, la base et le succès de la fiction française sont d'abord liés aussi aux auteurs. Bon. Alors, en écoutant Emmanuel Priou, je pensais à ce titre de film, Les nains ont commencé petits. Vous savez, c'est quand même la base de tout. Je pense que le débat, en fait, au départ, était mal posé, parce qu'on n'est pas dans un système d'hyper-concentration. Moi qui ai un peu d'expérience, je me regarde derrière, il y a 20 ans, on avait une chaîne de télévision, c'était la première chaîne, 60% de recettes publicitaires du marché français, 40% de part d'audience. Canal+, était, disons-le, en monopole, il n'avait pas de concurrent. Et autour, comme l'a dit Martin, il n'y avait pas de chaîne de la TNT. Et là, on parlait plutôt des boîtes de production. On a vu ce phénomène ces derniers temps. On va y revenir les boîtes de production, il y a d'un côté un certain nombre de regroupements, et de l'autre côté, il y a tout un tissu complètement diversifié, ça a été bien expliqué, qui est surtout lié au secteur du documentaire. Mais dans la fiction, il y a eu des regroupements, en fait, en raison de la nécessité de produire des séries longues. Ce qui compte pour les auteurs, c'est d'avoir un pluralisme d'interlocuteurs pour favoriser la création, et d'avoir la diffusion, parce qu'il a quand même fallu attendre la loi création qui vient d'être votée, pour que l'on inscrive dans les principes du droit d'auteur que les œuvres devaient faire l'objet d'une exploitation suivie. C'est-à-dire qu'une œuvre, c'est pas un surgelé que l'on laisse dans un congélateur et qu'on n'exploite pas. Donc maintenant, il y a des discussions qui sont engagées, et je note pas un volontarisme extrême d'ailleurs des producteurs pour que les œuvres soient exploitées. C'est assez curieux ces réflexions. Bon. Donc,
Je pense que ce qui a été montré dans le tableau, c'est d'abord que le développement de la TNT n'a pas contribué au financement de la création. Hormis le cas de TF1 ou du service public, parce qu'ils sont en réalité organisés en obligation de groupe, les chaînes de la TNT collectent de la ressource publicitaire, prennent de l'audience, mais ne contribuent pas à hauteur de l'audience qu'elles ont ou des recettes qu'elles ont au financement de la création. Ça doit être changé, ça peut être changé, et le ministère de la Culture peut le changer. Et le Parlement aussi. Bon. 2. Les opérateurs extérieurs, dont à juste titre a parlé Delphine, Amazon, Netflix, Facebook, ne contribuent pas au financement de la création, hormis leurs opérations volontaires. Netflix qui fait Marseille de temps en temps, bon, il y a un, il y a deux, tout. Ils ne contribuent pas parce qu'ils se situent dans des pays, l'Irlande, le Luxembourg. Le président de la Commission européenne, il est quoi? Luxembourgeois. Le Luxembourg, la Hollande, où il n'y a pas d'obligation de financement de la création, pas de véritables obligations. Ils échappent aussi aux contributions qui doivent être versées au CNC. Je ne sais pas si le public le sait, mais le Parlement français a voté une contribution au financement de la création transitant par le CNC des plateformes de vidéo à la demande. Ça fait plus d'1 an et demi qu'on attend l'autorisation des amis de Bruxelles. Je dis les amis parce que depuis ce qui leur est arrivé là, avec les Anglais, ce sont devenus des amis. Vous êtes dans l'empathie. Bah oui, Donc voilà. on attend leur autorisation pour rétablir, pour créer ces taxes. Le problème actuel, c'est la déloyauté absolue de la concurrence. Vous avez des entreprises qui sont sur les mêmes marchés, qui font le même travail, qui d'un côté collectent de la publicité, de l'autre côté collectent des abonnements, et ces entreprises-là n'ont pas les mêmes contributions au financement de la création. Il y a un cadre actuellement, à cause de l'Europe, à cause de Bruxelles, à cause aussi de l'absence de réactivité des grands pays, il y a un cadre de concurrence déloyale. Enfin, le meilleur financeur de la fiction, vous ne me couperez pas la parole comme ça. Le meilleur financeur de la fiction, c'est le service public. J'aurais donné la parole à Le service public. Eh bien, le service public, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a privé de recettes publicitaires au bénéfice des chaînes de la TNT. Donc, quand on a enlevé de la recette publicitaire du service public et qu'on a donné cette recette publicitaire en partie à l'Internet, qui ne contribue pas, en partie aux chaînes de la TNT, qui contribuent très faiblement, on a enlevé de la ressource à la création. Et là, ça dépend aussi du Parlement de redonner au service public la possibilité, au moins avant 21h, de collecter de la recette publicitaire pour le réinjecter dans le financement de la création. Voilà, une autre proposition qui va être un peu compliquée à mettre en marche. Mais bon, a priori, vous avez effectivement... Mais il y aura des parlementaires tout à l'heure. Voilà, on pourra leur poser la question. Hervé Rodi ? Le petit dernier, merci. Je pense que l'avantage d'intervenir après tout le monde, c'est qu'on a écouté tout le monde. Et peut-être j'ai moins de temps que d'autres pour m'exprimer. Je pense qu'il y a plusieurs choses que m'inspire ce débat. Je pense que hyperconcentration, on aurait pu dire hyperatomisation et création. Je pense que le mot hyperconcentration, si on regarde le paysage franco-français, et là je rejoins en même temps ce que vient de dire Delphine, c'est qu'il n'y a pas de réelle hyperconcentration en France. Tout simplement parce que le dispositif réglementaire, législatif français, les dispositions anti-concentration existent et qu'elles ont été appliquées. Certains opérateurs, d'ailleurs, parfois le disent et disent, je ne veux pas parler à la place de TF1 ou d'M6, que de temps en temps, le dispositif globalement français a empêché, je ne sais pas si c'est vrai, les grands opérateurs français d'être plus puissants à l'étranger et que la France n'a pas été capable de générer des groupes à l'image de ce qu'est, alors pour le meilleur ou pour le pire, Murdoch ou d'autres grands groupes. Et que, on le dit, c'est pas moi qui le dis, que le duel français souffrirait à cause de cela d'un sous-dimensionnement d'un certain nombre d'entreprises de communication. Disant ça, je suis pas l'avocat de la concentration, je dis simplement qu'il n'y a pas d'hyperconcentration. En même temps, Delphine a parfaitement raison de souligner que la concentration, l'hyperconcentration, elle vient de l'étranger. Et que là, il y a un risque considérable. Moi, je pense qu'un des problèmes qu'il faut quand même se poser, c'est le sous-financement des œuvres audiovisuelles en dehors de ce qu'est capable d'apporter le CNC. Je crois que c'est une vraie question. Il ne faut pas ignorer la capacité
des producteurs eux-mêmes à mettre plus d'argent sur la table pour financer des œuvres. Je ne crois pas, moi pour ma part, qu'on peut simplement se contenter de la situation actuelle. Je pense qu'une des difficultés, je le vois dans le documentaire, même si ça n'a rien à voir avec la fiction, et que je pense que, et l'ASCAM a d'ailleurs pris position très fortement pour le maintien d'un tissu de producteurs indépendants très dynamique, on a pris des positions très claires là-dessus, on n'est pas très favorable à l'intégration verticale. Pour autant, et ça, en dehors de l'intégration verticale, la question qui se pose, c'est comment est-ce que les producteurs d'œuvres peuvent récupérer plus de marge et de chiffre d'affaires pour investir davantage. Qu'on ne vienne pas me dire qu'un documentaire, c'est bien quand on peut mettre 80 000 euros, c'est encore mieux quand on peut mettre 100 000. Quand on peut mettre 100 000, c'est un petit peu mieux de mettre 120 000. Or, les moyens du CNC ne sont pas extensibles, on le sait. Il y a même une pression politique parfois très contestable pour... couper un petit peu les moyens du CNC. Et de ce point de vue-là, le Parlement est d'ailleurs pas toujours très cohérent avec lui-même. Il défend l'exception culturelle française et en même temps, il prend des positions parfois, et là je ne parle pas des parlementaires qui sont dans la salle, que Jean-Pierre Le sera sûr, mais globalement, il y a de temps en temps des positions politiques contradictoires. Et ça, je pense, c'est un élément clé, peut-être parce que je viens très modestement, mais d'un secteur qui est très dérégulé, très concentré, et qui n'est pas forcément un modèle qui est celui du disque. Mais il y a un moment donné, il faut trouver le juste équilibre entre un secteur très régulé, qui a besoin de continuer à l'être, et un moyen où les producteurs récupèrent un peu plus de moyens. Ça, je pense que c'est quand même une vraie question. Une autre question, et c'est particulièrement vrai dans le secteur du documentaire, il faut continuer à se battre pour augmenter, je n'hésite pas à le dire, ce n'est pas politiquement correct en ce moment, les moyens financiers du service public et des chaînes publiques. Aujourd'hui, contrairement à ce qu'on dit, le service public de la télévision française n'est pas surfinancé quand on le compare à la BBC, à la RD, à la ZDF. C'est faux. Il y a un climat en ce moment, y compris parfois chez les pouvoirs publics, qui consiste à croire que France Télévisions est surfinancée. Ce n'est pas exact. France Télévisions voit multiplier ses missions avec des moyens qui restent extrêmement tendus. Et donc, je redis, ce sera probablement l'objectif du prochain quinquennat. D'ailleurs, le quinquennat de François Hollande là-dessus, je suis désolé, est un quinquennat perdu pour le financement de France Télévisions. Il ne s'est rien passé. Et aujourd'hui, ça fait partie du débat. On ne peut pas demander une forte création dans ce pays. On ne peut pas se contenter de dire qu'il y a une hyperconcentration et ne pas développer les moyens du service public. Il y a une contradiction flagrante dans ce domaine. Donc, 1, développer les moyens du service public. 2, développer les moyens propres des producteurs. Et là, j'incite simplement les producteurs. Ça, c'est un peu fait. Mais parfois, à savoir, parce que c'est tout le paradoxe de la production indépendante, c'est quand on est indépendant, on n'aime pas tellement se marier avec quelqu'un d'autre. On est indépendant. Il y a une vraie difficulté. Ça a existé dans le secteur de la musique. Qu'est-ce qui s'est passé dans le secteur de la musique? Les indépendants ont été beaucoup rachetés par des majors. La situation est totalement différente dans le duel, j'en conviens. Mais c'est extrêmement important parce que moi, j'ai vu des indépendants dans le disque finir par fermer boutique et c'est triste parce qu'ils n'ont pas su se réunir entre eux et collaborer et créer, par exemple, de la distribution commune, etc. Donc je crois que oui, il ne faut pas aller vers une hyperconcentration. Il ne faut pas aller vers une ou se contenter d'une hyper-atomisation du secteur. Je crois que c'est fondamental, surtout quand il faut résister à Netflix ou demain matin, ça a été dit, à Facebook. Alors, on va faire réagir Martha Ajdari et Emmanuel Priou. Je vous promets, on reviendra sur le documentaire. Je sens que vous avez envie de bondir. On va y revenir dans le cours de ce débat. Et puis la salle pourra aussi poser quand même des questions. Non, en 2 mots, mais puisque les pouvoirs publics que je représente un peu ont été à un moment ou à un autre interpellés, le financement de l'audiovisuel public, on peut toujours penser que ça peut être mieux, mais le financement a été largement assaini. Il est reparti à la hausse l'année dernière. Il n'y a plus, je dirais, une part de subvention qui le fragilisait. Ce sont quand même des éléments assez importants si on se situe dans une perspective et si on reprend les débats qui pouvaient avoir lieu il y a 2 ou 3 ans. Et sur le travail de longue haleine qui est conduit notamment par la France avec l'ensemble des acteurs ici présents au niveau européen pour faire contribuer les acteurs qui ne contribuent pas aujourd'hui, on a quand même quelques avancées importantes qui ont été obtenues, notamment récemment sur la directive sur les services de médias audiovisuels, où pour la première fois est reconnu le fait que des services qui émettent depuis l'étranger et qui visent la France doivent être, le cas échéant, assujettis aux mêmes obligations. Donc on progresse lentement, c'est très difficile au niveau européen, mais pour le coup en le faisant tous ensemble, et là je pense que tout le monde le fait ensemble, entre acteurs professionnels, représentants de la création et pouvoir public, on progresse. Voilà, on progresse. Alors, est-ce que vous êtes d'accord, justement, c'est le moment où jamais de... voilà, il y a une main ce temps. Vous pouvez poser donc des questions à nos intervenants. Et à micro, ce serait plus pratique. Bon, on va vous l'amener sans difficulté. Regardez, il arrive à vous. Voilà, vous pouvez vous poser votre question assez courte, une vraie question. Nicolas Probe, bonjour. Bonjour.
j'ai entendu des choses parfaitement intéressantes. Quand on parle de hyperconcentration à propos de Netflix, je voudrais dire que Netflix diffuse des programmes qui sont très différents. Donc faisons attention à ce que l'on dit. Il y a peut-être une hyperconcentration dans le financement, mais on peut regarder des programmes qui sont intéressants et qui intéressent des spectateurs qui sont, eux, complètement différents. Je crois qu'aujourd'hui, un des plus gros problèmes qu'il y a en France, c'est la concentration, non pas des diffuseurs, mais des diffuseurs qui parlent tous à la même cible. Il ne faut parler qu'aux 4 ans et plus ou éventuellement à la ménagère, quel que soit son âge aujourd'hui. Et c'est à cause de notre retard dans la possibilité d'exprimer des séries, des films qui s'adressent à des publics différents, que nous amenons les gens à regarder les programmes américains, mais pas seulement américains, sur Netflix. Dernier point, quand on voit Netflix qui fait Narcos, qui est produit par une société française à Los Angeles et qui trouve un modèle d'écriture parfaitement original, on ne peut pas taper sur Netflix. On peut taper sur la concentration éventuelle du financement par Netflix. Alors voilà, la question, si je la résume, est-ce que vous vous trompez de cible ou pas? Est-ce que vous n'avez pas... est-ce qu'il faut changer de curseur? Ce matin, on a eu beaucoup de jeunes qui ont effectivement dit qu'ils ne regardaient plus la télé. Enfin, elle a même comparé la télévision actuelle au Minitel, ce qui est un peu inquiétant pour cette jeune... Enfin, pour l'avenir de la télévision, moi-même étant assez âgée. La spécialiste de Netflix. Non, mais moi j'adore Narcos, j'ai Netflix, je regarde les séries sur Netflix, je les trouve formidables. Donc la question n'est pas de critiquer Netflix. Je pense qu'effectivement, il y a des choses absolument... C'est bien le sujet d'ailleurs. Enfin, si honnêtement on n'avait pas envie de regarder les séries sur Netflix, on ne serait pas là à en parler. Hein. Donc c'est pas leur capacité à faire des bonnes séries, à faire des bons documentaires qui est en question. C'est le fait que, comme vous l'avez dit, travailler à Los Angeles avec des créateurs américains et qu'on a besoin de défendre. Mais on peut ne pas être d'accord avec ça, mais qu'on a besoin de défendre un point de vue français sur la vie, le monde, l'amour, tout, voilà. Et donc avec des auteurs français, des moyens, des producteurs français, et voilà, c'est ça notre combat. Donc c'est pas une critique de ce que fait Netflix. C'est une peur de ce modèle-là, parce que Netflix est présent dans 125 pays, qu'ils ont des moyens que nous n'avons pas, et qu'ils créent une série pour 125 pays. Et là, je pense que l'inquiétude, c'était plutôt de savoir si nous, Français, nous adressons au bon public. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on ne reste pas trop fixé sur la ménagère de plus ou moins de 50 ans. C'était la question de ce monsieur qui disait, est-ce qu'on n'oublie pas une partie, les jeunes? Est-ce que vous les oubliez pas? Moi, je vais répondre, je vais vous dire franchement, je crois qu'il faut arrêter de battre sa coulpe. On exporte des séries françaises. Il y a des séries françaises d'une extrême qualité. Il y a Maxime Saada de Canal+ à mes côtés. Les séries Canal, je ne sais pas si vous avez vu Baron Noir, mais en matière de séries politiques, c'est quand même juste extraordinaire. Donc oui, on est capable en France de faire des séries d'une qualité de celles qu'on peut voir sur Netflix. Oui, bien sûr, il y en a. Le Bureau des légendes, c'est juste génial. Les témoins sur France Télévisions, c'est formidable. Voilà, donc arrêtons de considérer qu'il n'y a que Narcos. On fait des choses formidables. Et Maxime Saada, vous n'êtes pas inquiet quand vous voyez, on dit la pertinence, ça va chez TF1 avec le départ de Yann Barthès, dire voilà, se faire un autre public. Est-ce que ça vous inquiète ou pas? On arrive sur un débat sur la fiction à parler de Yann Barthès. Oui, non, parce que je parle toujours. C'est très très fort. Non, je parle du public cible. Je savais que ça allait venir, mais je ne savais pas comment. Du public cible. Non, je ne suis pas inquiet. J'attends de voir. Non, je parle du public cible. Voilà. Non, je ne suis pas inquiet. De nature, je ne suis pas inquiet. Sinon, il faut arrêter de faire ce métier si on commence à être inquiet. Non, je voulais dire quand même qu'entre Section 0, produit par Monsieur Anargiros, ici présent, Working Girl, Bureau des légendes, il y a quand même, on ne s'adresse pas tout à fait au même public, me semble-t-il, et qu'on est capable aussi de produire dans la diversité. Simplement, on peut pas, c'est vrai, et je considère que c'est un élément différenciant pour Canal+, s'adresser à des ados ou des pré-ados. C'est pas eux qui vont payer l'abonnement de Canal. Donc il faut aussi avoir un peu en tête les enjeux économiques et qui est susceptible de s'abonner à Canal. Je dis pas qu'on est au bout du modèle, hein. On a déjà évoqué le fait que sans doute avant la fin de l'année, on reverrait un certain nombre de nos offres commerciales pour adresser des publics un peu différents. Quant à la consommation vidéo des jeunes sur les plateformes que je connais bien, parce que maintenant je m'occupe de Dailymotion depuis quelque temps, écoutez, les chiffres que je vois sur Daily et que j'entends sur YouTube, c'est que grosso modo, on a 1% des contenus qui représentent 90% de l'usage. Et ces contenus sont très souvent produits par des professionnels. Donc moi, à la fin, ce qui m'importe
Pardon, mais c'est pas que les programmes soient vus sur un écran de télévision. Enfin, j'adore ça. Le plus grand il est, mieux c'est. Mais que ce soit sur un iPad, un iPhone, un Android, etc. À partir du moment où le programme produit par des producteurs indépendants français, puisque nous on a lancé à peu près une quarantaine de programmes depuis le lancement de la fiction sur Canal, 25 séries et 20 unitaires, et on a travaillé avec une quarantaine de sociétés indépendantes. Ce qui m'importe, c'est que ces produits soient consommés, que ce soit sur une télévision, un iPad, un iPhone, voilà. Donc l'enjeu pour nous, c'est pas l'écran de télé, honnêtement, c'est quelle est la nature des programmes qui sont consommés par les jeunes. Vous citiez Yann Barthès, il y en a d'autres exemples qui sont très très consommés aujourd'hui par les jeunes. Donc l'enjeu, il est pas là. Pour nous, l'enjeu, c'est le modèle économique à qui on s'adresse en effet. Je répète, Netflix n'a pas encore aujourd'hui, ça viendra, fait la démonstration de son modèle économique après des années de déploiement et des milliards de dollars investis. L'économie de Netflix aujourd'hui, elle repose sur son modèle antérieur de location de DVD aux États-Unis, avec un marché de 340 millions d'habitants. Donc c'est ça l'enjeu. Pour revenir à ce que disait Delphine Ernotte, décidément, tu as beaucoup raison aujourd'hui. Tout le monde te cite. Il y a un enjeu financier aussi. Il y a ce sujet de quand on voit un Game of Thrones, qui est une série absolument formidable, qui grosso modo qui coûte entre 10 et 15 millions de dollars l'épisode. C'est ça l'enjeu. C'est, oui, l'exportation de la culture française, je suis premier à le dire, mais avec des moyens capables de rivaliser avec ces grandes séries américaines. Et donc, même pour Canal+, c'est compliqué. Enfin, pour Canal+, je veux dire, on investit beaucoup moins que le service public, et on a tendance à concentrer les moyens sur moins de séries, pour avoir des séries plus prestigieuses, plus, je dirais, qualité de production le plus proche possible des Américains, des standards. Je dis pas du tout qu'il n'y a pas de... Il y a plein de... Honnêtement, la fiction globale française, y compris sur France Télévisions, a énormément augmenté de niveau, je trouve. Mais l'enjeu, c'est quand on finance Versailles, qui est la série la plus coûteuse que nous, à laquelle on est participé, qui est 30 millions à peu près d'euros, donc à peu près 3 millions d'euros l'épisode, on reste très 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 loin des standards américains. Donc un des enjeux pour moi, c'est comment est-ce qu'on fait collectivement, comme le disait Delphine, pour arriver à des modèles de financement proches de ce que peuvent faire des Américains sur des séries très ambitieuses françaises. Emmanuel Oui, Pillou, oui. En fait, je crois qu'on se rejoint sur beaucoup de points. C'est tout sauf les Américains. C'est-à-dire que nous, ce qu'on doit défendre ici, et Delphine Ernotte, vous l'avez dit aussi tout à l'heure, on doit défendre un modèle de culture française, un modèle de culture européenne. C'est ça qui compte, parce que ça coûte pas très cher finalement l'audiovisuel, le cinéma dans un pays par rapport à tout le reste. Et ça a un impact extraordinaire sur ce que le monde observe de nous. La France est connue dans énormément de pays du monde, notamment et principalement peut-être grâce à sa culture, à son histoire. Ça a une valeur extraordinaire. Donc c'est à nous, créateurs, producteurs, auteurs, réalisateurs, diffuseurs, de défendre ça. Et on doit se battre non pas sur le terrain des Américains, parce qu'ils savent le faire très bien, mieux que nous, avec beaucoup de talent, et il n'y a pas de doute là-dessus, mais il faut proposer autre chose aux téléspectateurs, qui est la culture française et la culture européenne. Et l'exception culturelle française, quand on essaye de nous faire croire... Pardon ? Il n'y a pas d'exception culturelle française. Il y a une exception culturelle. C'est pas du tout pareil. L'exception culturelle, absolument. Il faut absolument se battre pour que ça continue et que ça se propage, que ça soit européen versus les Américains. Et dernier point très rapide, bien sûr, Hervé, tu l'as dit, il est essentiel que le service public français soit mieux financé par la redevance ou la contribution à l'audiovisuel public aujourd'hui, l'ex-redevance, qui est extraordinairement faible. On est juste en avant-dernier dans le peloton européen, juste avant l'Italie. C'est quand même dingue de nous renvoyer à la figure tout le temps, la BBC, l'Allemagne et nos autres grands voisins européens. Il faut juste regarder combien la redevance est financée. Et les politiques, que ce soit de droite comme de gauche, ils n'ont pas eu le courage d'accepter ça. Et je pense que les Français ne vont pas descendre dans la rue si demain on leur explique clairement à quoi sert cet argent de la redevance, et pour pouvoir mieux financer le service public, pour pouvoir mieux payer les auteurs, les réalisateurs et les producteurs, qu'on puisse à notre tour réinvestir dans le secteur et ainsi continuer de faire tourner ce cercle vertueux. L'augmentation de la redevance, c'est vraiment un serpent de mer, vous souhaitiez... Oui, on ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas pourquoi c'est un serpent de mer. Il faut juste un peu de courage politique, et les Français qui sont intelligents comprendront si on leur explique. Oui. Je voulais réagir sur deux choses. Non, on ne va pas faire le débat sur la redevance, la contribution Non, audiovisuelle publique. non, c'est pas là-dessus. C'est quand même central. France Télévisions est guère plus financée que la télévision bavaroise. J'ai appris ça il n'y a pas très longtemps. Donc quand même, il y a un vrai sujet. J'ai les politiques, et c'est aux politiques de se décider. Ils font des choix.
ils n'ont pas fait ce choix-là, quoi qu'en dise. Je suis d'accord que les choses se sont améliorées depuis quelques années parce qu'on a stabilisé les revenus de France Télévisions, c'est tout ce qu'on a fait. Je dis pour autant qu'il y a une responsabilité politique. Elle n'a pas été prise. Ça, c'est clair. Ça, c'est une évidence. Donc, il faut le dire. Et c'est un élément. Deuxièmement, une des difficultés de nos débats. C'est-à-dire qu'on est franco-français très souvent. Et ce franco-français, le problème, alors l'Europe va pas très fort en ce moment, c'est que nous avons des difficultés à ce que ce qui nous paraît évident à nous, et là j'enfonce une porte ouverte, paraisse évident, alors plus aux 27 États membres, mais aux 26 autres États membres malheureusement. Et ça, c'est un vrai problème. C'est pour ça qu'il y a une première avancée qui est très positive dans la directive SMA, sur le fait qu'on rentre dans cette idée que celui qui, au fond, exploite une œuvre, la diffuse, contribue, c'est l'écosystème, à sa production et à sa diffusion. Ça, c'est un élément central. Une de nos inquiétudes, c'est qu'on est relativement isolé. Il faut arrêter de se raconter des histoires là-dessus. En Europe, aujourd'hui, sur ces questions-là. Donc, il y a un débat européen très fort à poser sur ces questions. On ne traitera pas de l'hyperconcentration dans notre pays entre nous. Il n'y a pas tant de problèmes que ça. Je suis assez d'accord. C'est vraiment au niveau européen qu'on va le traiter par rapport, effectivement, aux acteurs américains. Et ça, c'est une autre paire de manches. Ne croyons surtout pas qu'on a le vent en poupe sur ces sujets-là. Ça n'est pas forcément vrai. Alors, quand on évoquait l'hyperconcentration, c'est vrai qu'on s'est tous basés sur l'exemple de Newen, qui est une hyperconcentration. Voilà, mais on voudrait juste revenir un point sur Newen, qui a été racheté par TF1, qui était quand même un fournisseur attitré de France Télévisions. Et c'est vrai qu'on se pose la question de est-ce que pour les producteurs, c'est la meilleure façon d'être efficace, d'être réactif, de pouvoir être offensif sur le plan peut-être pas international, mais européen. Alors, je suis Pascal Rohrer, je suis pas sûre que vous ayez une réponse là-dessus, mais bon. Maxime Saada, qui a vanté le coup de Versailles. Oui. C'est pas les auteurs qui lui ont coûté cher, hein, parce qu'il n'y avait pas un seul auteur français dans Versailles. Voilà, donc c'est juste ce que je voulais dire. Deux, c'est juste pour nous souhaiter à tous de ne pas avoir une énorme audience ce soir, parce qu'on a quand même fait des très très grosses publicités pour l'opérateur américain délocalisé en Hollande. Voilà, donc je ne le citerai plus, hein, comme la marque aux fruits. À un moment donné, on est quand même très maso parce qu'on fait de la pub pour ceux qui ne contribuent pas au financement de la création française. Ensuite, le rachat Newen, très intéressant sujet. Ah. C'est le bout du bout de la réglementation. Oui. C'est-à-dire qu'on crée une réglementation pour favoriser les producteurs indépendants, pour qu'ils aient des droits face au service public, c'est-à-dire que la production financée par le service public Plus belle la vie, les droits étaient détenus par Newen, et ces droits financés par l'argent public se retrouvent logés chez TF1. Il y a un problème ? Oui, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Et malheureusement, tout ce qui a été fait au Parlement récemment, tous les accords qui ont pu être passés, en dehors d'ailleurs de la vue des auteurs, entre producteurs et chaînes de télévision, ne règlent absolument pas ce problème. Demain, un producteur indépendant qui travaille pour un certain nombre de chaînes, qui a acquis des droits, peut aller ensuite devenir dépendant dans un grand groupe de télévision. Moi, ce qui m'a choqué, c'est que les droits acquis par le public, par le financement de l'argent public, par la redevance, et dont le service public a finalement été privé. Parce que la réglementation l'empêchait à l'époque de produire ou d'avoir des droits sur plus de 5%. Maintenant, il est passé à 12,5 plus un bonus de 12,5. Si j'ai bien compris, parce que ces accords, ils ont quand même une caractéristique très difficile à dire, très difficile à comprendre, très sophistiquée. C'est d'ailleurs la fin de la réglementation. Rassurez-vous, il y aura un troisième tour après les élections présidentielles. Bon. Donc, oui, il y aura un troisième tour là-dessus. Soyons clairs. Bon. Donc, je pense que ces réglementations-là, elles doivent être pensées pour favoriser les entreprises indépendantes. Mais on mélange dans les entreprises indépendantes de véritables entreprises indépendantes agiles, comme le souhaite le SPI, ça je comprends, et de très grandes entreprises, de très grands groupes. Il faut savoir que Newen, dont la vente à TF1 a été approuvée par une ministre de la Culture, quand même, il faut le faire, alors que la ministre de la Culture, elle est quand même l'actionnaire du service public. Tout ça, on s'est félicité de la vente à TF1 parce que les actionnaires de Newen ont menacé de vendre à un grand groupe anglais. Est-ce que vous vous rendez compte que le service public Plus belle la vie pourrait actuellement, éventuellement, être la propriété d'un groupe anglais ? Bon, c'est-à-dire que l'argent que nous mettons, nous, Français, dans le service public, les droits qui correspondent à cet argent sont ailleurs. Et là, les nouveaux accords qui ont été signés, qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'il y a eu un accord avec le service public, il y a eu hier un accord avec TF1.
Eh bien, actuellement, l'argent public a moins de droits, crée moins d'actifs que l'argent privé. Voilà le résultat de la discussion. Est-ce que c'est logique? Je me tourne vers les sénateurs, vers les parlementaires. C'est peut-être tout à fait logique que l'argent privé soit favorisé par rapport à l'argent public. C'est une conception, ce n'est pas la mienne. On leur posera la question tout à l'heure. Merci, Pascal Regard. Là, sur le rachat de Newen, on voulait entendre Delphine Ernotte. Non, moi, je vais être très brève là-dessus. On vous a déjà entendu dessus. Voilà, donc j'ai senti beaucoup d'indignation dans le propos de Pascal, parce qu'effectivement c'est de l'argent public, et je voulais juste dire que je partageais totalement cette indignation. Voilà. Mais comme je me suis beaucoup exprimée, puis j'ai l'impression que c'est un peu derrière nous tout ça, voilà, j'en resterai là. Donc partage d'Harry, vous vouliez peut-être une réaction. Beaucoup a été dit. Pardon. Sur l'indignation, enfin, un des motifs de surprise dans toute cette affaire, c'est le fait que le service public a beaucoup financé une série, une œuvre, et qu'elle n'avait pas de droit dessus. Après, le titulaire des droits les a exercés, ce qui a posé des problèmes puisque c'était au profit d'une façon... Je rappelle qu'à l'époque, c'est quand même France Télévisions qui a refusé de prendre les droits. À l'époque, France Télévisions pouvait prendre des parts de coproduction sur cette œuvre. Alors, merci, donc, merci pour ce rappel historique. Ça me paraît très important. Sûrement pertinent en l'espèce. Ce qui est simplement le cas, c'est que il n'y avait pas de droit, que la réglementation a évolué aussi pour que, précisément, dans un univers qui est plus complexe et fragile pour les chaînes, les diffuseurs puissent avoir des droits, mais encore une fois, dans un cadre qui fait l'objet d'accord avec les producteurs. Et ça, je pense que c'est le point positif. Ensuite, sans vouloir discuter sur ce point avec Pascal Regard, c'est vrai que TF1 néanmoins a de la trésorerie, a des fonds qui puissent l'investir dans la production audiovisuelle de manière générale. Qu'un groupe de télévision investisse dans la production audiovisuelle n'est pas forcément une mauvaise chose, plutôt que ce groupe audiovisuel aille éventuellement être racheté par un investisseur étranger, ou que le groupe, que la chaîne de télévision investisse ses fonds dans d'autres activités que la production audiovisuelle. Donc, je pense que l'affaire a été très brillamment négociée, et puis des accords ont été trouvés entre tous les protagonistes. Donc je pense que c'est la bonne chose. Mais ensuite, y compris dans le regard que l'on porte sur la concentration, n'oublions pas que c'est bien que des éditeurs qui ont éventuellement des moyens financiers puissent les investir dans le secteur, indépendamment de tout ce qu'on a dit. J'avais une question, Maxime Saada. Vous aussi, à Canal+, vous préférez avoir vos propres boîtes de production internes plutôt que de faire appel à d'autres boîtes de production extérieures? Comment vous allez faire pour la rentrée, les années à venir? C'est pas le sujet pour nous, en fait. Le sujet pour nous, c'est d'avoir les meilleurs projets possibles de fiction et d'encourager, en effet, le tissu de producteurs avec lesquels on travaille. On ouvre systématiquement les projets. On reçoit à peu près 300 projets par an de fiction. On a à tout moment une trentaine ou une quarantaine de projets en développement pour moins d'une dizaine de séries par an. Donc nous, on est dans une logique, on ne va pas être dans une logique, on va favoriser la production par Studio Canal d'une série. D'ailleurs, de toutes les créations originales que j'ai citées, des 25 séries, on en a produit seulement une en interne avec Studio Canal. Si les projets de studio sont bons, on les prendra. S'ils ne nous conviennent pas, il y a aussi des projets qui ont vocation à être diffusés sur des chaînes gratuites et non pas sur des chaînes payantes comme Canal. Donc nous, on n'est absolument pas... ce qui nous importe, c'est d'avoir les meilleurs projets. Et on a travaillé avec des producteurs de toute taille, de toute nature, les plus divers. Je peux aussi, au moment où je vous parle, on a peut-être des discussions avec une vingtaine ou une trentaine de sociétés indépendantes françaises. Et on voit que le rachat de Newen, ça montre l'intérêt aussi, et l'intérêt pour de grosses boîtes de production. Studio Canal, vous pourriez le vendre si je peux me permettre, je ne crois pas du tout. Non, je pense que l'affaire Newen est en train d'aboutir à l'effet inverse. Je me permets de le dire parce qu'en plus je suis effectivement l'USPA, et que l'USPA, tout le monde le sait, on peut le dire, a décidé le jour où cette opération a été annoncée officiellement, alors que Newen était non seulement adhérent, mais membre du conseil de l'USPA, et avait même une vice-présidente de l'USPA était membre de Newen, et on a effectivement décidé d'exclure Newen de l'USPA. On ne l'a pas exclu parce que c'est interdit, c'est pas ça le sujet. On l'a fait d'abord pour une question, pour un producteur, ça va peut-être vous paraître étrange, mais qui nous éthique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce producteur se battait à nos côtés pour l'indépendance,
qu'ils choisissent sans nous en avertir, sans nous prévenir, sans décider même le matin même de dire on se retire et on verra plus tard quelle est la situation, mais considérant comme acquis qu'ils pouvaient effectivement passer d'indépendant à dépendant, ça lui pose la moindre question, était pour nous totalement impossible. Et de surcroît, effectivement, il nous paraissait éthiquement très compliqué que le plus gros fournisseur du service public aille se vendre au plus gros concurrent du service public. C'était évidemment pour nous quelque chose qui faisait question. Néanmoins, pour terminer, je pense effectivement que quand TF1 a acheté Newen, il a dit j'achète TF1 ou Newen 1 pour faire de l'international. C'est étonnant, il n'y a pas une personne qui s'occupe d'international chez Newen, donc ils vont être obligés d'investir quelques millions, si ce n'est dizaines de millions d'euros, pour acheter d'autres sociétés, pour les agglomérer à un groupe qui n'a jamais fait d'international de sa vie, puisque même si on prend le cas de Versailles, qui est produit par une filiale de Newen, c'est Zodiac, qui est une filiale maintenant, qui a une participation minoritaire de Canal+, dans Zodiac, qui en fait la distribution internationale. Donc c'est quand même, voilà, l'international, je ne le vois pas. Et la deuxième chose, c'était de dire on va racheter Newen, parce que c'est formidable, on va travailler pour tous les diffuseurs. Aujourd'hui, pour l'instant, Nicolas de Taverneau, M6, a dit moi je ne travaille plus avec Newen tant que les choses sont comme ça. Et évidemment, France Télévisions, découvrant, sans y avoir fait attention, assez naïvement, et je dis ça pas de façon péjorative, mais parce qu'ils étaient dans un rapport de confiance, découvre de façon extrêmement cinglante son rapport de dépendance. Je pense que ce rapport de dépendance, il est en train de changer drastiquement. Et aujourd'hui, la seule solution pour TF1 pour sauver des meubles, ça va être de transformer Newen en TF1 Production. Donc, ce n'est vraiment pas l'objectif qui était requis. Très bien. Bon, ben voilà, ça c'est dit. Peut-être juste une petite intervention d'Emmanuel Priou et après on passera à la parole. Juste un petit mot sur ça. Ce qu'on a proposé, nous, au SPI, pour éviter éventuellement une affaire Newen bis, c'est de se dire que dans les 400 millions que France Télévisions investit dans la création chaque année, ces fameux 400 millions dits indépendants, au-delà d'un certain seuil, on ne sait pas quel est ce seuil, mettons 8 ou 10%, qui serait détenu par un grand groupe comme ça, comme Newen ou comme d'autres sociétés, au-delà d'un pourcentage, mettons 40 millions sur les 400 millions, le reste de l'investissement que France Télévisions choisirait librement de faire avec ce producteur, avec ce groupe, bascule dans la part dépendante. Ça évite quoi? Ça évite justement l'hyperconcentration et ça évite que demain, il y ait 4 ou 5 super producteurs qui se partagent ces 400 millions. Alors c'est un peu théorique comme schéma évidemment, mais on est très attentif pour conserver la diversité à la fois des entreprises et à la fois de la création, à faire attention qu'il y ait un seuil de protection qui protégera à la fois France Télévisions d'une autre affaire Newen et à la fois l'ensemble des producteurs dans leur diversité. Moi, je voulais simplement compléter pour dire qu'un des enjeux, je ne veux pas défendre l'opération TF1 Newen, que j'ai regardé de loin, pour un diffuseur comme Canal, c'est est-ce qu'il est normal de contribuer à 10, 12 millions d'euros sur une série comme Versailles et de n'avoir aucun droit sur cette série? C'est ça une des questions qu'on a. Nous, je vous rappelle que pour une fusion qu'on a opérée avec TPS en 2006, on est sous le coup d'injonctions de l'autorité de la concurrence qui nous interdisent sur notre plateforme de vidéo à la demande par abonnement Canal Play d'avoir toute forme d'exclusivité de programme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exploiter Versailles aujourd'hui en exclusivité sur notre propre plateforme Canal Play. Donc la question est un peu celle-là. C'est est-ce qu'on peut construire des champions mondiaux, ce qu'on a vocation à faire, on l'a dit, avec Canal+ et Vivendi, à partir du moment où on va contribuer à 40%, 50% du budget d'une série sans avoir aucun droit de propriété. Je pense que c'est aussi ce qui a exaspéré Delphine sur Plus belle la vie. Quand on passe son temps à racheter à perpétuité des séries qu'on a en fait contribué à faire émerger en tant que diffuseur et je pense aussi que c'est exaspéré TF1 avec Newen potentiellement. Moi j'ai entendu, c'est pas nouveau, j'ai entendu quand je venais dans la télévision, je suis arrivé en 2004, j'entendais Lelay hurler sur AB et Berda, auquel il passait son temps à racheter Navarro. Chaque année, il rachetait Navarro. Et bon, alors oui, c'est le producteur, évidemment, qui lance la série, qui lui donne sa chance, qui rassemble les talents créatifs, évidemment. Il y a une petite question pour moi de partage de la valeur et surtout de développement à l'international, comme on le fait intelligemment. Et ce Voilà, partage... c'est un qu'il y a des discussions, mais on va peut-être revenir justement à l'électrochoc et ce qui s'est passé avec les accords, parce que c'est ce qui se joue en ce moment, c'est les accords entre producteurs, diffuseurs, auteurs. Mais d'ailleurs, ce partage de la valeur, tu as tout à fait raison, c'est-à-dire que quand c'est financé à 85%, plus le CNC et plus une marge très intéressante, voire extraordinairement importante pour le producteur en question, c'est scandaleux et je pense que tout citoyen qui paye la redevance est d'accord avec ça. Ce que Maxime évoquait à l'instant sur une série ou sur des documentaires ou là dans un cas de plan de financement encore différent, quand le primo-diffuseur
finance entre 25 et 45% du coût total de l'œuvre, le producteur doit trouver le reste argent ailleurs. Il doit trouver à l'international, doit trouver avec des seconds diffuseurs, doit trouver par tous les moyens l'argent nécessaire. Donc en fait, ce n'est pas une question de principe, c'est plus une question de pourcentage du financement proposé par le primo-diffuseur. Personnellement et au SPI, on se dit, quand on est financé de manière extrêmement majoritaire par le diffuseur principal, il n'y a pas de problème pour céder des droits linéaires, des droits non linéaires sur des durées plus longues, etc. Simplement, on ne peut pas appliquer cette méthode-là à tous les œuvres, à tous les types de films, parce que ça ne fonctionnerait pas. Et pour revenir à votre question sur les accords, au mois de décembre dernier, Madame Ernotte a piloté avec beaucoup de rapidité et de maîtrise un accord, on peut dire historique, entre nous. Qu'est-ce que ça change concrètement? Excusez-moi, parce que c'est quand même... Oui, c'est quand même un débat entre vous, mais on est quand même diffusé, que tout le monde comprenne bien en fait les enjeux sur ces accords. Non, sans rentrer dans les détails, enjeux, mais c'était de pouvoir redonner la possibilité à France Télévisions d'investir une plus grande partie de son financement, enfin de son budget, dans des œuvres dépendantes, dites dépendantes, c'est-à-dire qui seraient par exemple produites au sein de MFP, qui est une société dépendant à 100% de France Télévisions. C'était de retrouver un nouvel équilibre, on a parlé de New Deal, entre notre partenaire et notre partenaire principal. On n'est pas des fournisseurs, hein. Je vous ai entendu les uns les autres dire à un moment ou à un autre fournisseurs. Nous, producteurs, ça nous peine beaucoup quand on est traité de fournisseurs. Parce qu'on est des collaborateurs, on est des partenaires et on finance en grande partie, en tout cas s'agissant du documentaire, en grande partie les œuvres qu'on propose à nos partenaires diffuseurs. Donc on n'est pas des fournisseurs, on est des producteurs et il y en a avec nous et derrière nous les auteurs, les réalisateurs et l'ensemble des créateurs. Donc ce premier raccord avec France Télévisions est très important. Il y en a un autre qui vient d'être signé avec TF1. N'oublions pas Arte dans l'intervalle avec qui on a avancé, y compris sur la transparence, y compris sur les mandats. Je pense qu'on est dans une phase extrêmement constructive d'une réflexion entre nous. Canal+, on est en discussion avec les équipes de Canal+, qu'on revoit ce vendredi matin pour la 4e ou 5e fois depuis le début de l'année. Donc ça avance. Et M6, on les a contactés et on va parler avec eux bientôt. D'accord, très bien. Delphine Ernotte, c'était important de revoir ces accords et vous avez... Oui, c'était important et c'était aussi important dans la manière de faire. C'est-à-dire que moi j'ai le sentiment qu'effectivement depuis quelques années maintenant, l'idée que notre système français tel qu'il est ne bougera jamais, on partage l'idée que ça n'est pas possible, que le statu quo n'est pas possible. Et donc l'idée c'est de trouver le meilleur équilibre, et tout est une question à tout moment d'équilibre, dans le respect des uns et des autres, dans le respect de la production indépendante, qui est importante, je le redis, pour l'essor et la multiplicité des talents, et dans le respect des diffuseurs qui doivent aussi protéger une part de leurs droits et ne plus être à la merci effectivement d'un producteur qui disparaîtrait ou qui irait se vendre du jour au lendemain. Et ce qui me semble important dans ces accords, outre l'équilibre auquel on est arrivé, c'est l'esprit de ces accords. On les a signés, non pas, en tout cas moi, non pas en se disant c'est toujours ça de prix, je vais voir si je peux avoir mieux. On les a signés de bonne foi et les uns et les autres, dans l'idée qu'on avait intérêt à travailler mieux ensemble, à les respecter de part et d'autre. Et je crois que cette alliance-là positive, où finalement tout le monde y gagne, c'est quelque chose de très important et c'est ça pour moi qui marque surtout cet accord. Non, mais moi je me réjouis que les producteurs et les diffuseurs arrivent à s'entendre et que les pouvoirs publics aient accompagné des négociations pour assurer la protection des producteurs. Ça, c'est vraiment sympathique de la part des pouvoirs publics. Moi, ce que j'aimerais bien... La protection des diffuseurs, tout dépend comment on voit les choses, mon cher Pascal. Je n'ai pas réussi à comprendre les accords, c'est trop compliqué pour moi. Pour l'instant, il y a plus de production dépendante, donc en tout cas, tu ne peux pas dire ça comme ça. Non, je voudrais juste ajouter, je souhaiterais que les pouvoirs publics se penchent aussi sur la situation des auteurs et accompagnent les auteurs qui sont actuellement en plein vent. Il n'y a aucune régulation de la situation des auteurs dans la négociation avec les producteurs. Aux États-Unis, il y a 500 pages de conventions collectives pour les scénaristes ou pour les réalisateurs. Bon. Eh bien, j'adorerais que les pouvoirs publics soient aussi soucieux des auteurs qu'ils l'ont été récemment des producteurs.
Voilà, le message est passé. Dernier mot pour vous. Vous conclurez. Je voudrais rajouter une chose. Bon, ce qu'a dit Pascal est juste, encore que moi j'ai réussi à peu près à comprendre les accords tels qu'ils ont été signés. Mais ce qui est parfois un peu bizarre, c'est qu'on nous demande, on ne négocie pas, mais après on nous dit vous êtes bien d'accord avec eux. Ça, c'est vrai que ça a une petite limite. Je suis d'accord, je le dis avec l'égard de tout le monde, les pouvoirs publics, les diffuseurs et producteurs, vous êtes gentils, vous avez envie que les auteurs soient d'accord. Encore faut-il de temps en temps, en amont, avoir la gentillesse de nous prévenir et de nous expliquer quand même de quoi il s'agit. Moi, il y a encore, j'ai quand même compris ce qui a été signé et je pense que ça va dans le bon sens. Mais il y a une chose qu'il faut voir, c'est que c'est quoi l'intérêt d'un auteur ? Je vais être un peu brutal. C'est pas de savoir si les diffuseurs ont les droits ou si c'est les producteurs qui ont les droits. Ce qui est important, c'est de savoir si l'œuvre circule. Et c'est pas toujours évident. Et ça, c'est pas toujours vrai. Donc, il faut pas que les producteurs et les diffuseurs, dans une espèce de, je veux dire, de lutte, fût-elle conviviale, pour savoir quel est celui qui finalement ayant investi ou qui a eu une part prépondérante, veut avoir des droits sur l'œuvre. Il faut que ces œuvres circulent. Dans le documentaire, parce qu'on parle beaucoup de séries, mais je disais le documentaire reste un élément important de la programmation télévisuelle. Dans le documentaire, il y a des durées d'exclusivité beaucoup trop longues. Du coup, ça ne passe pas. Il n'y a pas de second marché documentaire. C'est un vrai problème. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, c'est bien gentil cette affaire de qui détient les droits. Moi, je veux bien. Mais le problème, c'est un peu une bataille entre les producteurs et les diffuseurs auxquels sont un peu étrangers les auteurs. Ce qui est très important, et j'appelle l'attention de tout le monde, c'est effectivement la circulation des œuvres. Et c'est vrai que là où je rejoins un tout petit peu, ça m'arrive, hein, évidemment, Pascal, c'est que quand de temps en temps vous dites, vous les producteurs, que vous avez des droits et que vous vous en servez, c'est pas toujours le cas. C'est vrai qu'aujourd'hui, les offres en ligne sont pas suffisamment développées. C'est vrai qu'on a tendance, nous, à la SCAM, à pousser un peu les feux. Oui, je suis trop long, pardon. Mais pour dire, il faut que le développement des offres en ligne soit aussi le fait des producteurs. Et là, je trouve que de temps en temps, je vous aime bien, être un peu timide. Voilà, et on vous laissera finir cette discussion extrêmement passionnante juste après, puisque maintenant nous allons passer au deuxième temps. Vraiment, oui, vraiment. Désolée, Sinon nous allons merci perdre à nos sénateurs, tous. vous voudriez passer à Martin Jarry. Je passe tout de suite la parole pour la suite du grand débat politique mené par Guillaume Durand avec David Assouline et Jean-Pierre Leleu. Merci à tous. Merci à vous, merci beaucoup d'avoir participé au débat. Merci beaucoup. Donc je suis avec deux sénateurs qui appartiennent. L'un est vice-président, c'est David Assouline, donc de la commission éducation, culture et communication. Et donc, il est sénateur de Paris. Et Jean-Pierre Leleu, donc, est sénateur des Alpes-Maritimes, auteur du rapport Leleu. Je suis ravi de vous accueillir tous les deux. Je découvre d'ailleurs les raisons pour lesquelles Michel Drucker résiste à toutes les présidences. La clim, résister à la clim qui, dans ce studio, Gabriel, est une épreuve en soi, mais nous sommes ravis d'être là avec toutes les équipes qui nous accueillent. Alors les questions ont toutes été posées par le débat d'avant, donc il vous suffit d'y répondre. C'est très simple. D'abord, question numéro 1. Est-ce que vous avez comme responsable politique des projets qui vont aboutir à des propositions dans les primaires, qu'elles soient socialistes ou des républicains, pour l'élection de 2017 ? David Assouline. Est-ce qu'il y a un projet culturel de la gauche ? Oui, alors, je pense que... Ne soyez pas timide, hein, parce qu'on a 20 minutes. Oui, mais enfin, c'était pas directement le débat auquel j'ai assisté juste avant, mais... Non, mais qui répondent à toutes ces questions, justement, qui ont été posées avant. Moi, je pense que, globalement, il faudra imposer dans la présidentielle un débat qui fasse comprendre que la culture est une réponse essentielle pour donner du sens à la politique. Et qu'on a été abreuvé ces dernières années, et tout le monde a été englouti là-dessus, le discours économiste, le discours qui croit convaincre parce qu'il a le maximum de chiffres, de statistiques et de données économiques, le discours même qui a voulu vendre l'importance de la culture en donnant sa place dans la production, dans le nombre d'emplois, etc., était une façon d'essayer de convaincre qu'il faut ce supplément d'âme culturelle au mieux, qu'il faut de la culture si ça produit de l'emploi et si c'est bon pour les chiffres économiques. Et c'est vrai qu'il y a plus d'emplois créés par la culture que par l'industrie automobile, paradoxalement, mais jamais d'assumer que la culture est essentielle pour le pacte social, pour la République, pour nos valeurs, pour notre façon de vivre ensemble. Et à un moment donné où je pense que c'est par là que tout se délite, c'est par le fait qu'on donne plus de sens, que ceux qui viennent faire semblant de vendre du sens, y compris par la religion, rencontrent des succès devant le vide sidéral
de ce qui est apporté, pas seulement par le monde politique, parce que j'ai entendu encore des facilités tout à l'heure sur les politiques. On a entendu Hollande n'a rien fait. Ou non, ou sur les politiques, c'est comme si je disais les journalistes, c'est comme si je disais les bons, c'est-à-dire cette façon de faire que on se rende pas compte qu'aujourd'hui, l'essentiel, et après le Brexit, j'en suis encore plus convaincu, l'essentiel de ce que nous allons devoir défendre tous, qu'on soit intellectuels, politiques, chefs d'entreprise, salariés, syndicalistes, tous, ça sera l'intelligence face au populisme, la complexité, l'argumentation, la pédagogie, ou sinon tout le monde sera englouti et tous ceux qui joueront avec ce populisme d'une façon ou d'une autre seront engloutis. Donc la réponse est culturelle. Est-ce que vous pensez la même chose, Jean-Pierre Leleux? Et après, on va prendre les questions précises qui ont été soulevées par les intervenants d'avant, parce qu'il y en a de très nombreuses. Oui, quelques points très rapidement. D'abord, je m'inscris quand même en faux sur la monopolisation de la gauche et la culture. Il y a aussi des gens à droite qui aiment la culture et qui pensent que la culture aide à la cohésion sociale et donne un sens à la vie intime, individuelle et aussi collective. Donc il y aura quelque chose dans les projets de 2017 Oui, il y aura certainement quelque chose. Moi, j'ai fait à titre personnel, et David Assouline le sait, des propositions assez précises, notamment en ce qui concerne l'audiovisuel public. Il faut dire que pendant le mandat qui va s'achever dans quelques mois, on ne peut pas dire que la politique en matière d'audiovisuel a été d'une grande performance. D'abord, la loi de 2013 qui aurait dû apaiser tous les esprits sur la nomination des patrons de l'audiovisuel public n'a rien apaisé du tout. On l'a vu lors de la polémique des différentes nominations. Sur le plan financier et sur le plan de l'indépendance de l'audiovisuel public, on est loin du compte. On n'a pas conquis un système de financement vertueux. On a fait des refus d'obstacles sur la réforme de la redevance et de la contribution à l'audiovisuel public, dont chacun sait que la réforme est absolument nécessaire. Alors, les propositions qui sont faites, que je livre au débat, concernent essentiellement l'audiovisuel public. Je préconise effectivement un regroupement, une holding de l'ensemble des sociétés de l'audiovisuel public, non pas pour revenir, car c'est la critique facile, à un système du type ORTF dans le temps, parce que la situation n'est... écoutez, chacun doit prendre son système dans l'originalité. On ne va pas copier tout. On peut dire qu'on peut s'inspirer de tel ou tel système. Comme la BBC, effectivement, en ce qui concerne le regroupement, ou en tout cas une meilleure synergie entre les différents silos actuellement existants, car je pense que ce serait porteur de mutualisation, de synergie, voire d'efficacité et d'économie, et porteur en matière de financement de la création et de la production. Essayons de répondre ensemble justement aux questions qui ont été posées par les intervenants d'avant concernant, un, les auteurs, et deux, la plateforme française, qui a été souhaitée par exemple par Delphine Ernotte. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de mieux défendre les auteurs maintenant qu'un accord est intervenu entre les producteurs et les distributeurs? Et deuxièmement, est-ce qu'il faut une plateforme française contre Netflix et les autres? David Assouline. Je suis très sensible à la proposition d'Delphine Ernotte pour lier avec aussi les propos de mon collègue. Il ne faut pas refaire l'histoire. C'est-à-dire que l'audiovisuel public a été déstabilisé profondément, alors qu'il avait trouvé son équilibre de financement, par une réforme en 2008 de Nicolas Sarkozy. J'ai participé à une commission qui m'a beaucoup intéressé à l'époque, par esprit d'ouverture. On a appelé ça la commission Copé, qui devait réfléchir. On a réfléchi sur le fond, c'était très intéressant, que pour une fois, l'ensemble des sujets, y compris de contenu, étaient abordés. Et puis, à un moment donné, au moment des conclusions, on nous a dit, il n'y aura plus de publicité, mais moi vivant, c'est Jean-François Copé qui parle, il n'y aura pas 1 euro d'augmentation de la redevance. Et à ce moment-là, si on enlevait la pub, 400 et quelques millions, et qu'on ne mettait pas de la contribution en plus, ça voulait dire qu'on coulait le service public, qu'on le déstabilisait ou qu'on lui demandait de reconsidérer son périmètre. Ça, c'est le concret. Alors aujourd'hui, on a essayé un peu de stabiliser, mais bien entendu, j'ai entendu les interpellations tout à l'heure,
Et c'est pour... Auteur, plateforme. Oui, oui, mais j'ai entendu les interpellations sur la redevance. Je me bats sous l'ancienne majorité et je me suis battu sous cette majorité avec des succès, puisqu'à plusieurs reprises, on a été jusqu'à 6 € d'augmentation et pas 1 €. M. Copé est toujours vivant. Et ça a fait plusieurs dizaines de millions de plus pour le service public. Et donc, je crois au combat. Même quand on n'a pas tout, on a progressé. Mais on ne va pas revenir. Non, non, mais c'est un sujet d'actualité. Aujourd'hui, il va falloir aller encore plus loin et redéfinir l'assiette, parce que des contributeurs à l'audiovisuel public sortent, parce qu'ils regardent sur des tablettes la télévision ou sur des ordinateurs. On me parle de 1 million qui serait sorti de la redevance. Ça crée une inégalité fiscale, puisque des gens continuent à payer pour avoir le service public, la grande majorité, mais d'autres non. Et donc, est-ce que concrètement, vous voulez l'augmenter, cette redevance ? Mais moi, je pense qu'il faut se rapprocher des autres pays. Mais c'est peut-être même pas une augmentation. Déjà, il faut élargir l'assiette, ça augmentera probablement le revenu général, mais qu'on le fasse vraiment. Et puis, c'est une des façons, pour répondre à votre question, de répondre au sujet majeur qui a été discuté tout à l'heure. Il y a une concentration à tous les niveaux de la diffusion de la culture, et pas seulement de l'audiovisuel, du cinéma, mais si vous regardez la musique, si vous regardez même le livre, cette concentration, le principal problème, c'est qu'il tue la diversité. Parce que moi, on me dit, mais tu veux pas des grands groupes compétitifs? Oui, je les veux. Le problème, c'est que je veux que ces grands groupes défendent la diversité. Or, aujourd'hui, cette concentration s'accompagne d'une uniformisation, et l'uniformisation, c'est la négation de l'acte de création culturelle et de la diffusion culturelle telle qu'on peut la concevoir. Et c'est l'axe essentiel de notre réflexion aujourd'hui dans la révolution numérique. Il faut avoir des outils pour défendre cette exception culturelle, cette diversité culturelle, tout en étant dans la compétition internationale. Jean-Pierre Leleux, est-ce qu'il faut augmenter la redevance? Est-ce qu'il faut faire cette plateforme? Alors, premièrement, la plateforme, je pense que oui. Je pense qu'il faut fédérer l'ensemble des énergies du secteur public et pourquoi pas avec le secteur privé pour avoir une plateforme qui se distingue non pas en tant que moyen, parce que rivaliser contre ce qui se passe actuellement sur le plan économique, c'est non pas impossible, ça pourrait venir ultérieurement. Ils ont donné les chiffres, mais 5 milliards contre... Voilà, on est quand même le petit bateau à côté du grand navire. En revanche, nous avons une force en Europe et en France, qui est, cela a été dit tout à l'heure, l'appétence du monde entier sur la culture qui émane de nos territoires continentaux, français et européens. Nous ne sommes pas dans la culture américaine, nous ne sommes pas dans la culture asiatique, on est peut-être un petit peu moins fortunés actuellement, mais ce que nous pouvons produire en termes de création peut séduire les téléspectateurs de la planète entière. Je fais une petite incidence. Est-ce que de ce point de vue-là, parce que ça vient des auteurs, vous êtes pour défendre non seulement, on en a parlé tout à l'heure, les diffuseurs, les producteurs, mais aussi défendre les auteurs, ce que réclamait Pascal Regard? Je vous parle à vous, monsieur Leleux. Oui, bien entendu, il faut défendre les auteurs. Mais sans comment? auteurs, il n'y a rien. C'est-à-dire que les auteurs aujourd'hui ont des accords avec les producteurs, et aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de création. En France, on a beaucoup de création et d'aide à la création. Notre service public met 400 millions quand même à la production d'œuvres audiovisuelles, et je trouve que c'est un bel effort. Il y en a bien plus avec l'ensemble des financeurs publics. Oui, les aider, il faut le faire, mais avec les moyens qui sont les nôtres. Pour ça, quand même, il faut, puisqu'on parlait de concentration tout à l'heure, je pense qu'on ne peut pas... C'est toujours une question d'équilibre. C'est Madame Ernotte qui l'a dit à juste titre tout à l'heure. Entre un monopole qui serait construit par un regroupement de quasi toutes les structures et d'un autre côté un émiettement de l'ensemble des opérateurs, il y a un juste équilibre. Il nous faut des opérateurs puissants pour pouvoir conquérir l'international et pour pouvoir investir dans des séries. Mais il nous faut aussi de la créativité et de la multiplicité. Tout à l'heure, question ce bon équilibre. Tout à l'heure, question à tous les deux. Il était évoqué justement dans la loi sur la création qui a été votée, le fait que Bruxelles a mis le frein et que pour l'instant on n'en voit pas les effets. Pourquoi et qu'est-ce qu'on peut faire?
Je ne me suis pas limité. Moi, cette discussion, on l'a depuis plusieurs mois. C'est une loi qui, je le souligne, c'est pas assez souligné, qui vient du gouvernement, qui a plus d'une centaine d'articles, qui est la grande loi création, patrimoine, etc. de ce quinquennat. On pourrait dire que le clivage est venu séparer les assemblées ou alors les groupes politiques. Eh bien, parce que nous avons travaillé plusieurs mois et parce que des gens de bonne volonté parlementaires de tous bords ont voulu envoyer ce signal à la société, la CMP a abouti et cette loi va être votée à l'unanimité des deux assemblées. Et c'est à souligner, parce que je sais très bien que certains vont s'amuser. J'ai entendu encore Nicolas Sarkozy faire un discours sur la culture très clivant. Sauf que le concret, c'est que la seule grande loi culture de ce quinquennat va être portée par l'ensemble des forces politiques, parce que quand on arrête de faire les estrades et de faire de la démagogie, le concret, c'est que ceux qui veulent s'atteler à défendre cette exception culturelle, et pas seulement française, l'exception culturelle, elle est valable pour tous les peuples. Il faut qu'ils défendent le fait que la culture ne soit pas une marchandise, encore moins une marchandise comme les autres. Mais sur les auteurs, là encore, il faut être concret, Jean-Pierre, on n'est pas au pays toujours des bisounours. Moi, je me suis battu... Je rappelle que vous travaillez dans la même commission tous les deux. Hein. Dans cette loi, il le sait, Jean-Pierre, que dans cette loi, au moment où on parle des accords production-diffuseurs, j'ai dit, attention, il faut au moins que les auteurs soient informés, soient à la table. J'ai fait un amendement et jusqu'au bout, il a été combattu. Et il a été combattu par le rapporteur qui était Jean-Pierre. Donc, vous voyez, nous pouvons parfois dire des grandes phrases, mais après, il faut être dans le concret. J'ai considéré que les auteurs, effectivement, n'avaient pas à signer des accords qui concernaient les producteurs avec les diffuseurs, mais vu quelques antécédents et vu que les auteurs sont à la base de la création. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'auteur, il n'y a ni producteur ni diffuseur, qui sont le plus grand nombre. Il fallait qu'il y ait une transparence et qu'ils soient mis dans le coup à chaque fois, parce que leurs mots, leur façon de voir peut y compris éclairer de façon intéressante l'ensemble des autres acteurs. Autre point qui a été évoqué tout à l'heure par nos amis qui nous ont précédés, c'est le financement justement de la création par les chaînes de la TNT et effectivement par les grands groupes. Alors c'est un problème qu'on retrouve en matière de fiscalité avec Google, Amazon sur le plan économique. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui justement pour demander aux grands groupes dont on a parlé, c'est-à-dire effectivement tous ceux qui vont arriver sur le marché d'ailleurs qui ne sont pas toujours rentables, de participer à la création française, et quid des chaînes de la TNT? Monsieur Leleu. Oui, juste un petit mot pour compléter ce que vient de dire mon collègue David Pardonnez-moi, je suis Assouline. désolé de donner l'impression qu'il faut accélérer. Oui, il faut accélérer. Mais on me la demande. Autant, bien sûr, il faut respecter la présence des auteurs, mais cet amendement déposé par mon collègue est arrivé en cours de route. Il a été fait une objection sur la règle de l'entonnoir qu'il connaît bien, qu'on ne peut pas introduire un nouveau sujet en cours de navette, et c'est la raison de forme juridique a priori qui a fait qu'on l'a écarté. Et le deuxième aspect, c'est que quand même ça mérite un minimum d'audition et de mesure de la réforme pour pouvoir l'adopter en séance, surtout en seconde lecture. Répondons maintenant sur Netflix. Alors et la les chaînes de la TNT, l'ouverture de la TNT a été quand même... s'adresse à vous. Ils se sont tous adressés à vous en disant faites quelque chose. Oui, Je parle, vous, politique. Oui, tout à fait. Parlementaire. Alors, si vous voulez, on parlait de concentration tout à l'heure, et l'ouverture des chaînes à la TNT a été un peu à contresens de l'histoire, puisque ça a plutôt affaibli les grands groupes et plutôt encouragé la spéculation sur les fréquences. Parce que c'est quand même ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on a besoin du financement des chaînes de la TNT au même titre que les autres chaînes. Et donc, c'est en tout cas ce qu'il faut préconiser. Il n'y a pas de raison qu'il y ait de différence. Il en est de même, et c'est encore pire pour les plateformes, puisque ça a été le sujet tout à l'heure, comme Netflix, qui ne contribue pas au financement, et il serait absolument normal et il est amoral qu'elle n'y participe pas aujourd'hui. Oui, mais ça, c'est un mot, on fait quoi exactement? Parce que regardez les grands groupes qui ne sont pas ceux de l'audiovisuel, on continuent à attend, échapper à la fiscalité. on attend la modification de la directive SMA, qui devrait permettre à chaque pays de faire contribuer
les plateformes, à concurrence, on parle de 20% aujourd'hui à la création et à la production de nouvelles œuvres. David Assouline, sur justement cette question plateforme TNT. Alors d'abord, je m'inscris en faux sur l'idée que la TNT n'a pas été une avancée, notamment pour ce que je soulignais, la diversité et le pluralisme. Ça a été un succès, les Français s'en sont emparés alors que beaucoup pensaient que ce serait l'échec total dès le départ. Ensuite, c'est les grandes manœuvres qu'il y a eu dessus et le fait qu'on a assisté à des ventes spéculatives ou pas, qui ont transformé les choses, qui ont été contredire l'esprit même d'une offre très multiple et qui permettait de diversifier, a été effectivement un enjeu. Comme toujours, on peut faire des belles choses et la lutte continue et il y en a qui gagnent. Et ce qui a gagné, c'est quand même la tendance à la concentration et le fait de se servir ensuite dans des groupes, des chaînes qu'on a rachetées de la TNT parce qu'elles n'avaient pas d'obligation comme les autres. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est le CSA qui est interpellé et qui doit voir par rapport au projet d'origine, à ces fusions, etc., comment on peut réguler autrement pour que tout le monde participe à son échelle, bien entendu, à la création et la finance. Ensuite, c'est les enjeux des grandes plateformes. On n'est qu'au début. Je le dis parce que on peut très vite avoir un champ de ruines du paysage audiovisuel tel qu'on l'avait conçu et tel qu'on voulait le réguler. Aujourd'hui, il n'y a plus de limite. Amazon dit qu'il rentre dans le jeu. On nous parle de Canal, de Netflix, etc. Il y a une donnée majeure qui va changer et je n'en connais pas encore toutes les conséquences. C'est le fait que SFR rentre dans l'histoire de façon massive et avec quelques moyens. Et là, nous allons avoir ce que nous regardions comme une éventualité. On a les tuyaux, on a les contenus, on a la diffusion, on a la production, on a tout. C'est-à-dire que là, la concentration, elle est horizontale, verticale. Et quand il y a beaucoup d'argent possible, alors on peut quand même dire qu'on va peser et on va déterminer ce que sera le paysage demain. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a à réfléchir ensemble, les politiques bien entendu, plus à du bricolage, une fois l'audiovisuel public, une fois telle réglementation, etc. Ce qu'on a essayé de faire pour réguler, pour essayer de tenir, et la France tient pas mal, mais il va falloir repenser, c'est quoi le paysage audiovisuel de demain, celui qu'on veut pour préserver l'essentiel, c'est-à-dire la création, et pour moi, l'information aussi quand il s'agit de médias. Ce sont mes combats, et chacun peut constater que je les mène avec constance, quelles que soient les majorités. Merci à tous les deux, donc, que nous arrivons au terme. Estelle, c'est à vous. Merci Guillaume Durand, merci à vos invités, David Assouline et Jean-Pierre Lemieux. Merci à vous tous. Merci de votre attention. Voilà, on sait de quoi on va parler pour la 14e journée de la création de TV. Effectivement, on a abordé énormément de sujets. Donc, c'était un plaisir, Caroline, de partager ce moment avec vous. Donc voilà, merci à vous de l'avoir suivi et sur TV5 Monde et sur Public Sénat. Merci Caroline. Merci, à très bientôt.